Un milliardaire trouve deux jumelles sans abri devant la tombe de son père. Elles le regardent et disent « Désolé, papy, nous sommes venus te voir. » L'homme sourit, confus, mais ce n'est pas votre grand-père, jusqu'à ce que les paroles des filles le laissent sans voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'automne peignait les arbres en rouge et en or quand Nathan Collins poussa la grille de fer du cimetière. Ses pas résonnaient sur le chemin de pierre alors qu'il marchait parmi les pierres tombales, un bouquet de mensonges blancs fermement tenu dans sa main. Cela faisait exactement 1 an que William Collins, magnate des affaires, et son père étaient décédés. Nathan ajusta son manteau sombre contre le vent mordant. À 35 ans, il dirigeait un empire financier, vivait seul dans un manoir et souriait rarement. C'était le parfait héritage de William Collins, solidement ancré, alors qu'il s'engageait dans l'allée des pierres tombales les plus imposantes. Nathan s'arrêta brusquement, quelqu'un se trouvait à la tombe de son père. Pas des adultes, comme il s'y attendait, mais 2 petites filles. Elles avaient le dos tourné, penchées sur la pierre tombale en marbre noir sur laquelle était inscrit, en lettres d'or, William Edward Collins. Nathan fronça les sourcils. Les enfants n'étaient pas des visiteurs habituels dans cette section exclusive du cimetière, surtout pas seuls, et ces deux-là semblaient particulièrement déplacés, vêtus de habits simples et usés, les cheveux en bataille, sans aucun adulte aux alentours. Il s'approcha lentement, ne voulant pas les effrayer. La plus petite, qui ne devait pas avoir plus de 4 ans, déposait une poignée de fleurs sauvages écrasées au pied de la pierre tombale, tandis que la plus grande, peut-être âgée de 6 ans, tenait fermement la main de sa sœur. Nathan se trouvait à quelques pas d'elle lorsqu'il entendit distinctement la petite voix de la plus jeune. « Désolé, papy, nous sommes venus te voir. » Il s'immobilisa sur place. « Papy, ces enfants appellent mon père leur grand-père. » La plus grande se mit à genoux et lissa la terre fraîchement déposée devant la pierre tombale. « Maman pourrait venir, elle est malade. » Nathan s'approcha de quelques pas de plus. Des feuilles sèches craquaient sous ses chaussures, avertissant les filles de sa présence. Elles se retournèrent rapidement, les yeux écarquillés, comme 2 phares. Ce qu'il vit faillit le faire reculer. La plus grande avait des yeux bleus saisissants, exactement de la même nuance que ceux qu'il voyait chaque matin dans le miroir. « Bonjour », dit-il en essayant de garder sa voix stable malgré le tumulte dans son esprit. « Venez-vous visiter cette tombe ?» La plus grande hocha la tête sans lâcher la main de sa sœur, et toutes deux le regardaient avec un mélange de curiosité et de prudence. « Nous sommes venus voir papy, dit-elle. Nathan sentit une étrange vague parcourir son corps. Il regarda la pierre tombale, puis les filles, un sourire confus se dessinant sur son visage. « Mais ce n'est pas votre grand-père, » dit-il en pointant la pierre tombale. « C'est William Collins, c'était mon père. » Les filles ne semblèrent pas surprises. En fait, la plus jeune esquissa un petit sourire, dévoilant ses dents de lait. « Oncle ?» demanda Nathan, alors que les yeux bleus de la plus grande étudiaient son visage. Il se sentit comme frappé au ventre. « Oncle, comment ces enfants connaissent-elles son nom? Comment sais-tu qui je suis ?» demanda-t-il, la voix plus faible qu'il ne l'aurait voulu. « Maman a des photos de toi dans le journal, » répondit la fille. « On disait que tu ressemblais à papy quand il était plus jeune. » Le monde autour de Nathan commença à tourner, les pièces d'un puzzle dont il ignorait l'existence se mirent à s'assembler. « Qui est votre mère ?» demanda-t-il, redoutant presque la réponse. « Emily Carter » répondit la fille. « Elle est à l'hôpital. La dame du refuge nous a laissé venir, car maman en avait toujours envie, mais elle ne peut pas. » Ces mots lui firent perdre pied. Emily Carter, un nom qui, jusque-là, n'avait rien signifié pour lui sembla soudain tout signifier. « Vous, comment vous appelez-vous » demanda-t-il, la bouche sèche. « Je m'appelle Lily, » dit la plus grande, et elle, c'est Sophie. Nous sommes les petites filles de Papy Collins. Nathan regarda la tombe de son père, puis les filles, et de nouveau la tombe. William Collins, l'homme qu'il croyait connaître, avait apparemment un autre enfant, un fils ou une fille, et ses enfants seraient ses nièces. « Vous restez dans un refuge ?» demanda-t-il, remarquant encore une fois les vêtements usés et l'apparence négligée des filles. Lily hocha la tête. « Ce n'est que pour l'instant, jusqu'à ce que maman aille mieux. » Nathan ne put rien dire d'autre, un tourbillon de questions inonda son esprit. Qui était Emily Carter? Comment connaissait-elle son père? Pourquoi William n'avait-il jamais mentionné une autre famille? Et si ces filles étaient vraiment ses petites filles, cela signifiait que Nathan avait un frère ou une sœur qu'il n'avait jamais connu. En regardant ces 2 petites enfants, apparemment négligés, Nathan sentit son monde entier trembler.
Tout ce qu'il pensait savoir sur sa famille devenait soudainement incomplet, et le pire, c'est que la seule personne capable d'expliquer tout cela reposait désormais en silence sous cette froide pierre tombale de marbre. Cette nuit-là, Nathan ne put dormir, l'image des 2 filles dans le cimetière le hantait. Lily et Sophie, les petites filles de William Collins, ses supposées nièces, hantaient ses pensées alors qu'il était dans son bureau, les lumières de Manhattan scintillant à travers la large baille vitrée. Il faisait tourner un verre de whisky entre ses doigts sans le boire. Si ces filles étaient vraiment les enfants d'une sœur dont il ignorait l'existence, pourquoi son père n'avait-il jamais rien mentionné? William Collins n'était pas réputé pour être sentimental, mais pour avoir caché une fille entière, Emily Carter, murmura-t-il pour lui-même. Il ouvrit son carnet et tapa le nom dans un moteur de recherche. Des milliers de résultats apparurent, mais aucun ne semblait pertinent. Il ajouta William Collins à la recherche, sans obtenir de résultats significatifs. Après quelques minutes passées à fixer l'écran, Nathan prit une décision. Il saisit le téléphone et composa un numéro qu'il utilisait rarement. Frank, c'est Nathan Collins. J'ai besoin d'un service urgent. Frank DWSO était chef de la sécurité chez Collins Enterprises, un ancien policier que William avait engagé des années auparavant. Si quelqu'un pouvait trouver des informations sur Emily Carter, ce serait lui. J'ai besoin que tu trouves tout ce qu'il y a à savoir sur une femme nommée Emily Carter. Elle a 2 petites filles, Lily et Sophie. Il semble qu'elle soit dans un refuge en ville, et Frank, sois discret. Après avoir raccroché, Nathan garda son regard fixé sur la ville à travers la fenêtre. Pourquoi ces filles l'affectaient-elles tant? Peut-être parce que, pour la première fois depuis des années, quelque chose avait percé la bulle de prévisibilité dans laquelle il vivait. Le téléphone sonna à 7 heures du matin. Frank avait accompli son travail efficacement. Monsieur Collins, j'ai trouvé votre Emily Carter. Elle a 28 ans, travaille comme infirmière à l'hôpital Mercy, est hospitalisée depuis 3 jours pour une pneumonie, et ses filles, Lily, 6 ans, et Sophie, 4 ans, sont temporairement au refuge Hope à Brooklyn. Es-tu sûr que c'est la bonne personne? Demanda Nathan, déjà en train de s'habiller. Positif. J'ai trouvé son acte de naissance. Sa mère est Margaret Carter, décédée il y a 5 ans, et son père n'est pas mentionné. Nathan sentit un frisson lui parcourir l'échine. Envoie-moi tous les détails et l'adresse du refuge. 30 minutes plus tard, Nathan conduisait sa propre voiture à travers le pont de Brooklyn, chose qu'il faisait rarement, préférant habituellement ses chauffeurs, mais aujourd'hui, il avait besoin d'intimité. Il suivit les instructions du GPS jusqu'à un quartier de vieux bâtiments et de trottoirs fissurés. Le refuge Hope se trouvait dans un immeuble en briques rouges qui avait connu des jours meilleurs. Nathan se gara et prit une profonde inspiration avant de descendre. Que dirait-il? Comment expliquerait-il sa présence? Et, plus important encore, que ferait-il s'il découvrait que les filles étaient vraiment ses nièces? À la réception, une femme d'âge moyen aux cheveux grisonnants leva les yeux d'une pile de papier. Puis-je vous aider? Bonjour, je m'appelle Nathan Collins. Je cherche des informations sur Lily et Sophie Carter. L'expression de la femme changea instantanément. Monsieur Collins, les filles ont mentionné avoir rencontré quelqu'un au cimetière hier. Mais elle le regarda de haut en bas. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait vous, Nathan Collins. Oui, eh bien, elle visitait la tombe de mon père, expliqua-t-il, mal à l'aise face à cette reconnaissance. Elle semblait penser qu'il était leur grand-père. La femme hésita. Je suis Martha Wilson, la directrice du refuge. Pourquoi ne pas venir dans mon bureau pour que nous puissions discuter? Dans un petit bureau, avec des dossiers empilés et une plante fanée sur le rebord de la fenêtre, Martha indiqua une chaise. Les filles sont arrivées il y a 3 jours, lorsque leur mère a été hospitalisée. Emily est seule, sans famille proche. Les petites n'avaient nulle part où aller. Et leur père? Demanda Nathan. Martha secoua la tête. Il n'y a pas de père dans l'affaire, d'après ce que j'ai compris, Emily a élevé les filles seules depuis leur naissance. Nathan hésita avant sa prochaine question. Madame Wilson, la fille a dit, mon père, William Collins, était leur grand-père. Cela signifie-t-il qu'Emily serait votre sœur? Martha conclut, haussant les sourcils, je ne connais pas tous les détails, monsieur Collins, mais Emily a mentionné une fois que sa mère avait eu une relation avec un homme puissant qui n'a jamais reconnu sa paternité. Un nœud se forma dans la gorge de Nathan. J'aimerais voir les filles et obtenir aussi des informations pour retrouver Emily à l'hôpital. Martha l'observa un instant. Les filles sont dans la salle de jeu. Je peux vous y conduire. Quant à Emily, elle est à l'hôpital Mercy, chambre 412.
Mais, Monsieur Collins, ces enfants ont déjà tant souffert. Si vous n'avez pas l'intention de vous impliquer vraiment, il vaudrait peut-être mieux ne pas leur donner de faux espoirs. » Ces paroles frappèrent Nathan comme une gifle. « Je comprends votre inquiétude, mais j'ai besoin de découvrir la vérité. » Dans la salle de jeu, une dizaine d'enfants jouaient sous la surveillance d'une jeune femme. Nathan reconnut immédiatement Lily et Sophie, assises à une petite table en train de dessiner. Dès qu'elles le virent, leurs yeux s'écarquillèrent. Sophie se précipita vers lui, surprenant Nathan. « Oncle Nathan, tu es venu nous voir » s'exclama-t-elle spontanément. Lily s'approcha plus prudemment. « Es-tu venu nous emmener voir maman » demanda-t-elle, l'espoir brillant dans ses yeux bleus, si semblables aux siens. « Je suis venu voir comment vous alliez » dit Nathan en se baissant à leur hauteur. « Et oui, je veux aussi savoir comment va ta maman. » Après 20 minutes passées à parler avec les filles, Nathan quitta le refuge, muni de l'adresse de l'hôpital et d'une étrange sensation dans la poitrine. Les filles étaient intelligentes et adorables malgré leur situation, et leur ressemblance physique, surtout celle de Lily, était impossible à ignorer. L'hôpital Mercy était une structure grise et impersonnelle. Nathan passa la réception, expliqua qui il venait voir, et monta au 4e étage. Son cœur battait la chamade lorsqu'il s'arrêta devant la chambre 412. Que dirait-il à cette femme qui pourrait être sa sœur? Il frappa doucement et entra. La pièce était sobre, avec 2 lits séparés par un rideau. Dans le lit près de la fenêtre, une jeune femme feuilletait un magazine. Lorsqu'elle le vit, ses yeux, du même bleu que ceux de Lily, s'écarquillèrent de surprise. « Bonjour, Nathan » dit-elle en s'immobilisant dans l'embrasure de la porte. « Êtes-vous Emily Carter ?» Elle ferma lentement le magazine, sans détourner le regard. « Oui, et vous devez être Nathan Collins. » Une tension, faite non pas de peur mais d'un mélange de ressentiment et de prudence, se fit sentir dans sa voix. « Vos filles m'ont rencontré hier au cimetière » expliqua-t-il en s'approchant du lit. « Elles visitaient la tombe de mon père. » Emily poussa un court soupir. Elle n'aurait pas dû y aller seule. Martha avait promis de les garder au refuge. « Elles vont bien » dit Nathan pour l'assurer. « Je viens de les voir. » Un silence tendu s'installa dans la pièce. Rassemblant son courage, Nathan posa la question qui le tourmentait. « Emily, vos filles ont appelé mon père leur grand-père. Elles ont dit que vous aviez des photos de moi. Pourquoi ?» Emily le fixa longuement. Son visage, pâle et marqué de cernes, témoignait d'une détermination inébranlable. « Parce que William Collins était aussi mon père, ce qui fait de toi mon demi-frère, » dit-elle, même si Nathan le soupçonnait déjà. En entendant cela confirmé, il se reposa contre le mur pour se soutenir. « Comment » demanda-t-il. « Quand ma mère, Margaret, travaillait comme assistante de direction chez Collins Enterprises en 1995, j'avais 24 ans, ton père en avait 50 et était déjà marié à ta mère. Ils ont eu une liaison pendant presque 1 an. » Nathan ferma les yeux un instant où la chronologie correspondait, il n'avait eu que 5 ans en 1995 quand ma mère est tombée enceinte. Ton père a nié que le bébé soit le sien. Il t'a offert de l'argent pour régler le problème. Quand tu as refusé, il t'a licencié et t'a versé une somme pour que tu disparaisses. Il t'a fait signer des documents promettant de ne jamais le contacter ou réclamer une quelconque paternité. Nathan sentit son estomac se nouer. Cela ressemble exactement à quelque chose que William Collins ferait. Comment as-tu découvert qu'il était ton père? Ma mère ne me l'a jamais caché. Elle gardait des coupures de journaux et des photos de lui lors d'événements. Elle m'a toujours dit qui était mon père, même s'il ne voulait rien avoir à voir avec moi, répondit-elle en esquissant un sourire triste. Elle disait que, malgré tout, il nous avait donné, et c'était ce qui comptait. Nathan tira une chaise et s'assit. Pourquoi n'as-tu jamais cherché à le retrouver, lui ou moi? Emily laissa échapper un rire sec. Pour dire quoi? Je suis ta fille illégitime, celle que tu as payée pour garder cachée. D'ailleurs, il a fait promettre à ma mère et elle a tenu sa promesse. Après sa mort, j'ai envisagé de le chercher, mais j'ai découvert que j'étais enceinte de Lily, les priorités changent. Et le père des filles, demanda Nathan. Le visage d'Emily se durcit. Il n'est pas dans l'histoire, il n'a jamais été là. Nathan absorba tout en silence. Son père, le grand William Collins, avait caché une fille pendant des décennies, payé pour le silence d'une femme, puis l'avait abandonnée alors qu'elle était enceinte. Quand j'ai appris que William était mort, continua Emily, j'ai envisagé d'aller aux funérailles, mais cela m'a semblé inapproprié. Il ne m'a jamais voulu de son vivant, pourquoi me voudrait-il dans la mort?
mais j'ai promis aux filles qu'un jour je les emmènerai voir la tombe de leur grand-père. Je n'aurais jamais imaginé que cela se passerait ainsi. Nathan regarda cette femme qu'il venait de rencontrer, portant le même sang que lui, une demi-sœur que son père avait délibérément cachée. Émilie, je n'avais aucune idée. Si j'avais su, qu'aurais-tu fait? Demanda-t-elle d'un ton provocateur. Aurais-tu cherché à me retrouver? Je doute fort, répliqua-t-elle. Vous, les Collins, êtes tous pareils. Vous ne vous souciez que de l'empire, de l'apparence. Ce n'est pas juste, protesta Nathan. Je n'ai rien su de toi jusqu'à hier, et maintenant que tu le sais, que veux-tu? Émilie se redressa sur le lit, le regardant avec méfiance. Pourquoi es-tu ici, Nathan? Par culpabilité? Par curiosité? Ou crains-tu que j'aille à la presse avec l'histoire triée sur le volet du grand William Collins? Je veux aider, répondit-il, surpris par sa propre sincérité. Vos filles, mes nièces, sont dans un refuge, vous êtes malades, nous sommes de la famille. Émilie secoua lentement la tête. Non, Nathan, tu partages mon sang, mais cela ne fait pas de nous de la famille. La famille, ce sont ceux qui se soutiennent et sont là les uns pour les autres. Je n'ai pas besoin de ta charité tardive. Ce n'est pas de la charité, insista-t-il, c'est le minimum que je puisse faire, pour apaiser ta conscience ou redorer l'image de ton père. L'amertume de ces mots frappa Nathan comme un coup de poing. Il se leva, choqué par l'hostilité défensive d'Émilie. Il avait imaginé bien des réactions, mais pas une résistance aussi véhémente. Écoute, je sais que nous ne nous connaissons pas, et je comprends ta méfiance, mais tes filles sont mes nièces, tu es ma sœur, et je viens de découvrir que mon père a caché une partie entière de ma famille toute ma vie. J'essaie de digérer tout cela autant que toi. Le regard d'Émilie s'adoucit légèrement un instant. Je n'ai pas besoin que tu nous sauves, Nathan. Nous nous en sortons très bien pour l'instant, dans un refuge, pendant que tu es à l'hôpital, dit-elle. Nathan, prenant une profonde inspiration, ajouta, je suis désolé, je ne voulais pas te juger. Laisse-moi simplement aider. Émilie le fixa longuement. Pourquoi tiens-tu tant à nous? Tu viens de nous rencontrer. Nathan hésita, cherchant les mots justes. Parce que tu es la seule famille qui me reste, et peut-être est-il temps de réparer les erreurs de mon père, même s'il n'est pas là pour le faire lui-même. Un lourd silence s'installa dans la pièce. Enfin, Émilie parla d'une voix plus calme. Clarifions une chose, Nathan, accepter ton aide ne signifie pas que je te fais confiance, ni que tu as le droit de prendre des décisions pour nos vies, si jamais j'accepte. Nathan hocha lentement la tête. Je comprends, c'est ton choix, mais sache que je suis là, et que je ne disparaîtrai pas. Émilie ne répondit pas, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. Ce n'était pas encore de l'acceptation, mais peut-être le premier pas vers quelque chose qu'aucun d'entre eux ne pouvait définir. Nathan fit tourner un stylo entre ses doigts en fixant l'écran de son ordinateur, sans vraiment le voir. 3 jours s'étaient écoulés depuis sa rencontre avec Émilie à l'hôpital, et il ne cessait de penser à elle et aux filles. L'idée d'avoir une famille dont il ignorait l'existence le hantait comme une ombre. L'interphone sur son bureau retentit, interrompant ses pensées. Monsieur Collins, Monsieur Davison du conseil est là pour la réunion de 10 heures. Veuillez le faire entrer. Nathan répondit, tout en redressant sa cravate et en essayant de chasser Émilie de son esprit. Robert Davison, directeur juridique de Collins Enterprises depuis plus de 20 ans, entra dans le bureau, arborant sa posture rigide habituelle. Il était l'un des rares cadres ayant travaillé directement avec William Collins et étant resté après sa mort. Nathan, j'ai reçu votre email concernant les contrats en Asie, mais je dois avouer que je suis plus curieux au sujet de l'autre affaire que vous avez mentionnée. Nathan fit un geste vers la chaise en face de lui. Merci d'être venu, Robert. Oui, j'ai une question délicate à discuter, dit Davison en posant sa mallette sur la table. Est-ce en rapport avec ton enquête sur une femme nommée Emily Carter? Nathan resta figé. Comment le sais-tu? Frank Dorson m'a parlé hier, il était inquiet que tu te fasses arnaquer par un escroc. Davison se pencha en avant. Nathan, qui est cette femme? Pendant un instant, Nathan envisagea de mentir, mais quelque chose en lui refusa. C'est la fille de mon père, ma demi-sœur. Le visage de Davison pâlit visiblement. C'est impossible? Ce n'est pas. William a eu une liaison avec sa mère en 1995, et il a payé pour qu'elle disparaisse lorsqu'elle est tombée enceinte. Nathan observa attentivement la réaction de l'avocat. Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas? Robert Davison ajusta ses lunettes, mal à l'aise. Ton père m'avait consulté au sujet d'accords de confidentialité à l'époque,
mais il n'a jamais confirmé qu'il avait une fille. Eh bien, il en avait une, et maintenant elle a 2 filles, mes nièces. Nathan se leva et se dirigea vers la fenêtre. Elles vivent dans un refuge, Robert. Émilie est malade et sans le sou, alors que moi, je vis ici, dit-il en désignant le luxueux bureau, véritable palais corporatif. La voix de Davison prit un ton prudent. Je comprends ta stupeur, mais tu dois considérer les implications. Si cette femme est vraiment la fille de William, elle pourrait prétendre à une part significative de l'héritage, ce qui exaspérerait les actionnaires, sans parler du scandale pour l'image de l'entreprise. J'en suis conscient, répondit Nathan, plus brusquement qu'il ne l'aurait voulu. De plus, continua Davison, comment peux-tu être sûr qu'elle est bien celle qu'elle prétend être? As-tu envisagé un test ADN? Il y a beaucoup d'opportunistes. Nathan se tourna vers lui. As-tu vu ces filles? Surtout Lily, la plus grande, qui a les mêmes yeux que moi, comme mon père. Les coïncidences arrivent, répliqua Davison. Nathan, tu as été élevé pour diriger cette entreprise. Tu es l'héritier légitime de William. Ne jette pas tout cela par la fenêtre à cause d'une erreur possible, ou pire, d'une fraude élaborée. Ces paroles frappèrent Nathan comme un coup de poing. C'était exactement le genre de choses que son père aurait dites, protéger l'Empire avant tout, l'image publique avant la vérité. Je vais l'aider, déclara Nathan, se surprenant lui-même par la fermeté de sa voix. D'une manière ou d'une autre? Davison soupira. Si tu es déterminé, sois au moins prudent. Je te suggère de mettre en place un accord de confidentialité avant toute aide financière, et de réaliser un test ADN par la suite. Après le départ de Davison, Nathan resta près de la fenêtre, observant l'agitation de Manhattan en contrebas, des gens pressés, chacun avec sa propre histoire, ses propres secrets de famille. Combien d'autres William Collins étaient là dehors, des hommes puissants niant leurs responsabilités, cachant des pans entiers de leur vie? Son téléphone vibra, un message de l'hôpital indiquait qu'Emily serait libérée cet après-midi. Sans hésiter, Nathan attrapa son manteau et ses clés. Le refuge Hope paraissait encore plus déprimant sous la faible lumière du fin d'après-midi. Nathan se gara devant l'immeuble en briques et prit une profonde inspiration avant de sortir. Il avait passé toute la journée à réfléchir à ce qu'il dirait à Emily, à la convaincre d'accepter son aide. Martha Wilson l'accueillit avec un sourire fatigué. « Monsieur Collins, quelle agréable surprise. Emily vient de rentrer de l'hôpital, elle est dans la chambre 14 avec les filles. Comment va-t-elle? » Mieux, mais épuisée, répondit Nathan. Elle a insisté pour quitter l'hôpital aujourd'hui, même si les médecins recommandaient un séjour prolongé. Elle est têtue, inquiète pour les factures, pour les filles. Nathan hocha la tête, ressentant un mélange d'admiration et de frustration. « Puis-je la voir ?» Martha le conduisit à travers des couloirs étroits jusqu'à une porte au bout du corridor. Elle frappa doucement et l'ouvrit. « Emily, vous avez un visiteur. » La pièce était exiguë, avec 2 lits simples et un lit superposé. Lily et Sophie étaient assises sur le sol, jouant avec des poupées de guerre, pendant qu'Emily rangeait des vêtements dans une commode. À la vue de Nathan, son visage exprima d'abord la surprise, puis la suspicion. « Les filles, dit Martha, pourquoi ne m'aidez-vous pas à préparer quelques encas pour tout le monde ?» Sophie se leva, toute excitée, tandis que Lily regardait sa mère, hésitante. « Ce n'est rien, ma chérie, rassura Emily. Va avec Madame Wilson. » Une fois les enfants partis, un lourd silence s'installa. Emily s'assit sur le bord du lit, visiblement fatiguée. « Je ne m'attendais pas à te revoir si vite, dit-elle. J'ai appris que tu étais sortie de l'hôpital aujourd'hui. »« Comment te sens-tu » demanda Nathan, près de la porte. « Mieux, mais je ne peux pas me permettre de rester malade longtemps, répondit-elle en balayant du regard la pièce. Comme tu peux le constater, notre plan B n'est pas exactement parfait. Nathan observa cet espace exigu, les murs écaillés, la fenêtre qui se fermait à peine. Un sentiment de culpabilité l'envahit de nouveau. « Emily, je veux aider. Je peux te trouver un appartement, payer tes factures médicales, m'assurer que les filles aient tout ce dont elles ont besoin. » Emily croisa les bras. En retour, la question le prit de court. « En retour? Je ne veux rien. Nous sommes de la famille, répéta-t-elle tristement. Tu me connais depuis moins d'une semaine, Emily, nous ne sommes pas de la famille simplement parce que nous partageons la moitié de notre ADN. Alors, laisse-moi te connaître, insista Nathan. Laisse-moi faire partie de la vie des filles. Ce sont mes nièces. Emily scruta son visage longuement. Pourquoi est-ce si important pour toi? Tu viens de nous rencontrer. Nathan hésita, cherchant les mots justes.
Parce que tu es la seule famille qui me reste, et peut-être est-il temps de réparer les erreurs de mon père, non pour toi, mais pour Lily. Elle mérite mieux que cet endroit, mieux que de s'inquiéter pour les factures médicales et le loyer. Émilie ne répondit pas immédiatement. Lorsqu'elle prit enfin la parole, sa voix était plus douce. « J'y réfléchirai, mais je ne promets rien. » Pour Nathan, cela suffisait pour le moment. Il posa sa carte de visite sur la commode, « Mon numéro personnel. Appelle-moi quand tu décideras, ou si tu as besoin de quoi que ce soit. » En quittant le refuge, Nathan ressentit un étrange mélange d'émotions. Une partie de lui craignait qu'Émilie n'appelle jamais, qu'elle ne rejette son aide d'emblée, tandis qu'une autre redoutait l'inverse, qu'elle l'accepte et qu'il ne sache pas comment être le frère dont elle aurait besoin. Alors qu'il regagnait Manhattan, les gratte-ciels s'élevant à l'horizon tels des sentinelles de son privilège, Nathan savait que, quoi qu'Émilie décide, sa vie ne serait plus jamais la même. Les secrets de William Collins avaient tout changé, et il lui fallait désormais décider quel homme il serait, une copie de son père ou quelqu'un de totalement différent. Pour la 3e nuit consécutive, Nathan ne trouva pas le sommeil. Il se retrouva sur la terrasse de son appartement, contemplant la ville illuminée en contrebas. Sa rencontre avec Émilie à l'hôpital l'avait ébranlé plus qu'il ne l'avait imaginé. Une sœur, des nièces, une famille dont il ignorait l'existence. Il prit une gorgée de whisky, laissant le liquide ambré brûler sa gorge. Une partie de lui voulait aider Émilie et les filles, les sortir immédiatement du refuge, leur offrir un foyer confortable, payer les factures médicales, et s'assurer que les filles bénéficient d'une bonne éducation. Après tout, il avait assez d'argent pour plusieurs vies. Mais une autre partie hésitait, et s'il agissait trop précipitamment? Et si Émilie ne voulait vraiment pas de son aide? Et s'il s'impliquait trop et se retrouvait déçu, ou pire, s'il décevait les filles? Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Frank Dorson. « Monsieur Collins, j'ai les informations que vous avez demandées sur le refuge Hope. » La voix grave de Frank, très fatigué même au téléphone, continua, « C'est un endroit correct, principalement financé par des dons privés. Ils accueillent des familles en crise temporaire pour un maximum de 3 semaines. » 3 semaines, fronça Nathan les sourcils. Et après, les familles doivent trouver un autre endroit? Emily Carter et les filles sont là depuis 5 jours, et elle a été hospitalisée pendant 3 de ces jours. Nathan le remercia et raccrocha. 3 semaines, ce n'était pas beaucoup de temps. Emily serait faible après sa pneumonie, peut-être incapable de travailler un moment. Où irait-elle ensuite? Il regarda à nouveau la ville, repensant au regard défensif d'Emily. Elle ne voulait pas de sa charité, elle l'avait clairement exprimé. Mais que se passerait-il s'il existait une autre solution, respectueuse de sa fierté tout en offrant une aide réelle? Le lendemain matin, Nathan se rendit au refuge Hope. Martha Wilson l'accueillit avec un sourire fatigué mais sincère. « Monsieur Collins, quelle agréable surprise. Vous venez voir les filles? En fait, j'aimerais d'abord m'entretenir avec vous, répondit-il en la suivant dans son petit bureau. Je veux aider, mais d'une manière qu'Émilie puisse accepter, expliqua-t-elle en indiquant une chaise. C'est une femme fière et elle a de bonnes raisons de se méfier de la famille Collins. Je sais, admit Nathan. C'est pourquoi j'ai besoin de tes conseils. Qu'est-ce dont le refuge a le plus besoin en ce moment, et que vont nécessiter Émilie et les filles lorsqu'elles partiront? Les yeux de Martha s'illuminèrent. Eh bien, pour le refuge, nous avons toujours besoin de fournitures de base, nourriture non périssable, produits d'hygiène, linge de lit. Notre système de chauffage ne fonctionne qu'à moitié. Pendant l'heure qui suivit, Nathan écouta attentivement les besoins du refuge et les préoccupations concernant la situation d'Émilie. Martha expliqua qu'Émilie aurait besoin de temps pour se remettre complètement de sa pneumonie, que les filles nécessitaient de la stabilité, et que trouver un appartement abordable serait le principal défi immédiat. « A-t-elle des économies ?» demanda Nathan. Martha soupira. « Presque rien. Les infirmières ne gagnent pas beaucoup, et en étant mère célibataire de 2 enfants, elle. » La phrase se dissipa lorsque Nathan quitta le bureau de Martha. Il avait un plan. Ce ne serait pas facile et Émilie résisterait probablement encore, mais c'était un début. Sa première étape fut discrète, un don substantiel au refuge The Hope, spécifiquement affecté aux améliorations des installations et aux fournitures. Lorsque Martha essaya de le remercier avec effusion, il lui demanda de ne parler du montant du don à personne, surtout pas à Émilie. La deuxième étape fut plus difficile. Nathan se rendit à l'hôpital où travaillait Émilie et rencontra la responsable des soins infirmiers, lui expliquant en partie la situation. Émilie était sa sœur récemment découverte, qu'elle traversait des difficultés et qu'il voulait l'aider sans compromettre son indépendance. « C'est une excellente infirmière »,
déclara la superviseure, mais notre service subit des coupes budgétaires. Nous ne pouvons pas offrir un congé maladie payé de plus de 2 semaines. Après une longue conversation, ils parvinrent à un accord. L'hôpital trouverait des fonds pour prolonger le congé maladie payé d'Émilie d'1 mois, lui permettant ainsi de se rétablir complètement. Bien entendu, Nathan serait en réalité la source de ces fonds, mais Émilie n'avait pas besoin de le savoir. 3 jours plus tard, Nathan visita enfin Lily et Sophie au refuge. Les filles l'accueillirent avec enthousiasme, surtout Sophie qui se jeta dans ses bras comme si elle le connaissait depuis des années et non depuis quelques semaines. « Tu as apporté des cadeaux ?» annonça-t-elle en désignant un petit sac à dos rose posé près du lit. Lily la réprimanda doucement, « Nous ne demandons pas de cadeaux comme cela. » Nathan rit, « Je n'ai apporté aucun cadeau aujourd'hui, mais que diriez-vous de ceci? Après avoir rendu visite à votre maman à l'hôpital, nous pourrons nous arrêter pour prendre une glace. » Les yeux des filles s'illuminèrent et même Lily ne put dissimuler son sourire. À l'hôpital, ils trouvèrent Émilie assise dans son lit, feuilletant un magazine. Elle paraissait moins pâle que lors de sa dernière visite, mais toujours visiblement faible. Son expression, en voyant Nathan, était un mélange de surprise et de méfiance. « Je pensais que tu avais abandonné, » dit-elle. Après que les filles soient parties avec une infirmière pour aller chercher du jus, Nathan, assis dans le fauteuil à côté du lit, demanda « Pourquoi penserais-tu cela? Ça fait presque une semaine, j'ai pensé que peut-être tu réaliserais que nous sommes trop compliqués pour ton mode de vie. » Nathan sourit légèrement. « Tu présumes toujours le pire des gens? Pas des gens, mais des Collins? » répondit-elle en étudiant son visage. « Alors, pourquoi es-tu ici? » « Vraiment, Nathan? »« Parce que je veux apprendre à connaître ma sœur, » répondit-il simplement, « et parce que je veux que mes nièces sachent qu'elles ont un oncle qui se soucie d'elles. » Émilie détourna le regard, signe que ses paroles l'avaient touchée. « Et combien de temps cet intérêt va-t-il durer? 1 mois? 1 an? Jusqu'à ce que quelque chose de plus important se présente? Je ne peux pas prédire l'avenir, Émilie. Tout ce que je peux promettre, c'est que je suis là maintenant et que je veux être là demain aussi. » Lorsque les filles revinrent, la conversation se porta sur des sujets plus légers. Nathan resta presque 2 heures à écouter Sophie décrire un dessin qu'elle avait réalisé au refuge et Lily expliquer avec un étonnant niveau de détail le livre qu'elle lisait. Il observa comment Émilie interagissait avec ses filles, patiente, aimante, ferme quand nécessaire, et il ressentit une admiration croissante pour cette femme qui, malgré toutes les difficultés, avait élevé 2 enfants si spéciaux. Comme promis, il emmena les filles prendre une glace ensuite. Tout en les regardant choisir leur parfum avec une excitation enfantine, il ressentit un étrange sentiment d'appartenance qu'il n'avait jamais connu auparavant. Au cours des 2 semaines suivantes, Nathan établit une routine. Il rendait presque quotidiennement visite aux filles au refuge, apportant souvent de petits cadeaux, rien d'ostentatoire, juste des livres, du matériel artistique pour Lily, un petit ours en peluche pour Sophie. Il les emmena voir Émilie à l'hôpital, parfois, pour de brèves sorties au parc, au zoo, voire au cinéma. Martha le regardait avec un sourire complice. « Elle s'attache à toi, » dit-elle un après-midi, pendant que les filles jouaient dans la minuscule cour du refuge. « Je m'attache aussi à elle, » admit Nathan, se surprenant lui-même par l'honnêteté de cette déclaration. « Et qu'en est-il d'Émilie? Commence-t-elle à te faire confiance? » Nathan soupira. « C'est compliqué. Parfois, il semble qu'elle le fasse, d'autres fois j'ai l'impression qu'elle supporte simplement ma présence pour le bien des filles. Donne-lui du temps, conseilla Martha. Émilie porte de profondes blessures. » Lorsque, finalement, Émilie fut autorisée à quitter l'hôpital, Nathan était là pour venir la chercher. Elle sembla surprise de le voir, mais ne protesta pas lorsqu'il prit son petit sac. « Les filles sont ravies de te voir, » dit-il en descendant dans le couloir. « Lily a décoré ton côté de la chambre au refuge avec des dessins pour que tu te sentes la bienvenue. » Un voile passa sur le visage d'Émilie. « Je déteste qu'elle soit coincée dans cet endroit. » « C'est temporaire, » lui rappela doucement Nathan. « Alors, quoi? Je n'ai pas l'argent pour un dépôt d'appartement neuf, j'ai à peine de quoi payer le loyer. » Nathan hésita. C'était le moment qu'il avait attendu, mais il devait faire attention à la manière d'aborder le sujet. « Peut-être pourrions-nous en parler une fois de retour au refuge, » commença-t-il prudemment. Émilie lui jeta un regard méfiant, mais acquiesça. Au refuge, après une réunion émouvante avec ses filles, Émilie s'assit enfin avec Nathan dans un coin tranquille de la salle commune. « Alors, de quoi voulais-tu parler ?» demanda-t-elle directement. Nathan prit une profonde inspiration. « J'ai trouvé quelques appartements à louer qui pourraient t'intéresser, des quartiers sûrs,
près d'écoles décentes, à des prix raisonnables. Émilie haussa un sourcil. Et comment suis-je censé payer le dépôt ou le loyer, sachant que je serai encore en congé maladie pendant un certain temps? Pour ce qui est du dépôt, Nathan choisit ses mots avec soin. J'aimerais t'aider sous forme d'avance, pas comme un cadeau. Tu pourras me rembourser quand tu le pourras, sans précipitation. Et pourquoi ferais-tu cela? Parce que nous sommes famille, dit-il simplement, et les familles s'entraident. Émilie l'observa longuement, comme si elle tentait de déchiffrer ses véritables intentions. Et si je n'arrivais jamais à te rembourser? Non, ce n'est pas le poids. À sa grande surprise, Émilie ne rejeta pas immédiatement l'idée. J'y réfléchirai, dit-elle enfin. C'était plus que ce que Nathan espérait, un petit pas, mais un pas significatif. Dans les jours qui suivirent, Émilie commença lentement à se réchauffer à l'idée d'accepter l'aide de Nathan. Ensemble, ils visitèrent quelques-uns des appartements qu'il avait trouvés. Ce furent des lieux modestes, rien de luxueux, mais propres, sûrs et assurément mieux que le refuge. Émilie choisit le plus simple et le moins cher, un appartement de 2 chambres dans un bâtiment ancien, mais bien entretenu, avec un petit espace vert où les filles pourraient jouer. Lorsque Nathan remit le chèque pour le dépôt et le premier mois de loyer, Émilie sembla lutter intérieurement. Cela ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout, dit-elle finalement. Accepte-le dans l'enveloppe. Je le rembourserai, je le sais, répondit Nathan, réprimant l'envie de dire que ce n'était pas nécessaire. Pendant le déménagement, qui consistait principalement à emporter les quelques sacs et cartons qu'il possédait, Nathan réalisa combien ils avaient peu de choses. L'appartement, bien que petit, paraissait vide. Il nous faut des meubles, commenta-t-il pendant qu'Émilie rangeait quelques vêtements dans une penderie encastrée. Je les achèterai petit à petit, répliqua-t-elle. Les lits sont les plus importants pour le moment, tout le reste peut attendre. Nathan voulut argumenter, offrir de meubler l'appartement en entier, mais il sut que cela serait trop. Il proposa donc. Et si j'apportais quelques éléments de base, une table, des chaises, peut-être un canapé? J'ai des meubles supplémentaires en réserve. Ce n'était pas entièrement vrai, bien sûr, mais cela sonnait mieux que d'offrir d'acheter tout du neuf. Émilie hésita, mais à l'idée de voir ses filles manger par terre, elle céda en insistant, juste le strict nécessaire. Le lendemain, Nathan arriva avec un camion de livraison chargé de meubles d'occasion récemment achetés, mais choisis exprès pour paraître de seconde main, une simple table à manger avec 4 chaises, un canapé confortable, une commode pour la chambre des filles et quelques lampes. Émilie observa la livraison avec une expression difficile à cerner. Ça a l'air plutôt neuf pour des meubles d'occasion, commenta-t-elle après le départ des déménageurs. Nathan haussa les épaules, essayant de paraître décontracté. Ils étaient en stockage depuis un moment. Émilie ne sembla clairement pas le croire, mais, à la grande surprise de Nathan, elle ne se mit pas en colère. Elle dit simplement « merci ». C'était la première fois qu'elle le remerciait sans aucune réserve, et Nathan eut l'impression d'avoir remporté une petite bataille. Dans les semaines qui suivirent, Nathan continua ses visites régulières, désormais à l'appartement au lieu du refuge. Il apportait de petits cadeaux pour les filles, de temps à autre, quelque chose d'utile pour la maison, serviettes, ustensiles de cuisine, une nouvelle cafetière lorsque, remarquant celle d'Émilie sur le point de se casser, il offrit un remplacement. Chaque cadeau était choisi avec soin, afin de ne pas donner l'impression d'un geste ostentatoire ou de charité, mais bien d'un signe sincère d'affection. Peu à peu, Émilie cessa de protester à chaque nouvelle offre. Un soir, après que les filles furent endormies, Émilie servit une tasse de café à Nathan dans la petite cuisine. « Pourquoi reviens-tu sans cesse » demanda-t-elle brusquement. La question surprit Nathan. « Que veux-tu dire ? Tu as déjà fait plus que suffisamment pour atténuer toute culpabilité que tu pourrais ressentir à propos de ce que ton père a fait. Tu n'as pas besoin de continuer ainsi. » « Je ne suis pas là par culpabilité, Émilie, » répondit-il en croisant son regard. « Je suis là parce que tu comptes pour moi. Nous sommes des étrangers, tu ne nous connais que depuis moins de 2 mois. » Nathan but une gorgée de café en réfléchissant à comment expliquer. « Tu sais, j'ai grandi dans une immense maison avec tout ce que l'argent pouvait acheter, mais je n'ai jamais eu le sentiment d'appartenir à un endroit. Mon père était toujours au travail, ma mère est partie quand j'étais jeune, j'étais tout simplement seul. » Émilie l'observa attentivement, sa rançéure habituelle momentanément mise de côté lorsqu'elle était avec les filles, quand nous étions tous ensemble, malgré toute la tension entre nous. « C'est la première fois depuis longtemps que je ne me sens pas seul, » continua-t-il. La sincérité des mots de Nathan sembla surprendre Émilie. Elle détourna le regard, sa propre tasse de café serrée entre ses mains. « Il t'aime beaucoup, » admit-elle finalement.
Surtout Sophie, elle n'a jamais eu de figure masculine stable dans sa vie. Est-ce que cela te dérange? Émilie réfléchit un instant. Ça me fait peur, confessa-t-elle. Et si tu te lasses de tout cela? Si tu décidais que tu as des choses plus importantes à faire, elle serait dévastée. Tu ne disparaîtras pas, n'est-ce pas? Je ne disparaîtrai pas, affirma Nathan. C'est ce que tout le monde dit, jusqu'à ce que cela arrive, soupira-t-elle. Leur père avait promis la même chose. C'était la première fois qu'elle évoquait le père des filles en détail. Nathan sentit qu'il touchait un point sensible. Qu'est-il arrivé avec lui? Demanda-t-il. Sophie haussa Émilie les épaules. C'est la classique histoire d'une grande romance, de grandes promesses. Quand je suis tombée enceinte de Lily, j'ai découvert qu'il était marié. Il a nié que le bébé soit à lui, affirmant que j'essayais de le piéger. Elle laissa échapper un rire amer. Tel le père, telle la fille, je suppose. On dirait que j'ai un don pour choisir des hommes comme William Collins. Je suis désolé, dit Nathan sincèrement. J'ai continué seul quand Sophie est née, 2 ans plus tard. Eh bien, disons simplement que je n'apprends pas facilement. Émilie hocha la tête. Il est revenu en suppliant le pardon, en disant qu'il avait divorcé et qu'il voulait faire partie de la vie de Lily. Il essayait de me convaincre, jusqu'à ce que son visage se fige, quand sa femme, la même qu'il n'avait jamais divorcée, m'appela alors que j'étais enceinte de 6 mois. Nathan sentit monter en lui une colère grandissante envers cet homme qu'il ne connaissait même pas. Est-ce que les filles ont eu le moindre contact avec lui? Aucun. Il a quitté l'État peu après, a bloqué mon numéro, et la dernière chose que j'ai entendue de lui fut celle d'un avocat proposant un accord pour renoncer à ses droits parentaux en échange que je ne réclame jamais de pension alimentaire. Émilie haussa les épaules. J'ai signé. Je ne voulais de toute façon rien de lui. La conversation laissa Nathan pensif. Émilie avait toutes les raisons d'être méfiante, d'abord abandonnée par son père, puis par le père de ses enfants, des hommes qui avaient promis et échoué. Je ne suis pas comme eux, dit-il enfin. Tout le monde dit qu'ils ne sont pas comme les autres, répondit Émilie, mais son ton était plus las que cynique. Alors, je devrais le prouver, déclara Nathan, jour après jour. En quittant l'appartement ce soir-là, Nathan eut le sentiment de comprendre enfin un peu mieux la résistance d'Émilie. Il était également plus déterminé que jamais à lui montrer qu'il pouvait être digne de confiance, qu'il ne disparaîtrait pas comme les autres hommes de sa vie. Sur le chemin du retour, son téléphone sonna sans cesse. Son avocat tentait de le joindre avec des nouvelles urgentes concernant les implications juridiques de son implication auprès d'Émilie et des filles. Mais, pour la première fois dans sa vie professionnelle, Nathan éteignit son téléphone portable, déterminé à ne laisser rien interférer avec ce qui comptait vraiment. Demain, il s'occuperait des avocats et de leurs préoccupations. Ce soir, il voulait simplement se rappeler le regard des filles lorsqu'il leur avait promis de revenir pendant le week-end pour aider à assembler la petite étagère qu'il avait apportée, ainsi que ce moment rare et précieux où Émilie lui avait souri sans réserve en lui disant au revoir. De petits pas, de petits gestes de confiance. Ce n'était que le début, mais pour Nathan, cela signifiait tout. C'était un samedi matin parfait, ciel bleu, température agréable, une légère brise de printemps. Nathan attendait dans le parking de l'immeuble d'Émilie, tapotant du bout des doigts le volant du SUV qu'il avait loué spécialement pour la journée. Il avait envoyé un message 2 jours plus tôt, invitant Émilie et les filles à passer la journée ensemble. À sa grande surprise, après 24 heures de silence, elle avait répondu simplement par « d'accord ». Lorsqu'Émilie apparut avec les filles, Nathan ne put s'empêcher de remarquer combien les enfants avaient l'air différents de la première fois où il les avait vus au cimetière. Bien que leurs vêtements fussent simples, ils étaient propres et soignés. Lily portait ses cheveux en une queue de cheval soignée et Sophie arborait une robe jaune à pois qui lui donnait l'air d'un petit rayon de soleil. « Tonton Nathan !» s'écria Sophie en courant vers lui. Au cours des derniers mois, elle était devenue encore plus affectueuse. Lily la suivait, plus réservée, posant ses pas obéissants, mais un sourire illuminait son visage. Émilie arriva la dernière, visiblement hésitante. « Alors, on va où ?» demanda-t-elle. « C'est une surprise, » répondit Nathan en lui ouvrant la portière, « mais je te promets que tu vas aimer. » Pendant le trajet hors de la ville, Sophie animait la conversation en racontant des anecdotes sur sa nouvelle école et les amis qu'elle se faisait. Lily intervint de temps en temps, mais passa la majeure partie du voyage à observer silencieusement le paysage qui défilait. Émilie resta silencieuse, ne lançant de temps à autre un regard vers Nathan. Après presque 1 heure de route, Nathan prit une route privée menant à une propriété isolée. De grands portails en fer s'ouvrirent automatiquement à leur approche. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?»
demanda enfin Émilie, rompant ainsi son silence. Un refuge pour animaux, un centre de sauvetage, expliqua Nathan, stationné près d'une ferme rénovée. Je me suis dit que les filles aimeraient voir les animaux et qu'on pourrait pique-niquer sur place. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Il y a des chevaux et des poneys? Des chèvres, quelques moutons et même quelques alpagas? Nathan sourit et répondit, oui, et le meilleur, c'est que nous pourrons en nourrir la plupart. Le visage de Lily s'illumina également, bien qu'elle tentât de cacher son excitation. Je n'ai jamais vu un alpaga de près, dit-elle. Émilie sembla surprise par ce choix de sortie. Comment as-tu découvert cet endroit? Demanda-t-elle. Un ami m'en a parlé une fois, il emmène ses enfants ici chaque mois pour faire du bénévolat, répondit Nathan en haussant les épaules. Ce n'est rien de spécial, rien de luxueux, mais j'ai pensé que ce serait amusant. Émilie étudia son visage un instant. Je pensais que tu nous emmènerais quelque part de chic ou dans un parc d'attractions coûteux. Je pourrais faire ça la prochaine fois, si tu préfères, dit-il alors qu'ils déchargeaient leur sac, mais je pensais qu'un endroit plus calme serait mieux pour apprendre à se connaître. Une femme d'âge moyen, vêtue de bottes en caoutchouc et coiffée d'un chapeau de paille, vint à leur rencontre. Monsieur Collins, bienvenue. Je suis Martha, la principale gardienne, et ce doivent être les filles dont vous m'avez parlé. Prête à rencontrer nos amis à quatre pattes? Les heures suivantes passèrent comme dans un rêve. Sophie poussa des cris de joie à chaque nouvel animal, tandis que Lily se montrait étonnamment adroite avec eux, notamment avec un poney têtu qui, selon Martha, laissait rarement quelqu'un s'en approcher. Nathan observa Émilie se détendre peu à peu, d'abord en regardant ses filles, puis en se joignant au plaisir. Lorsqu'elle éclata de rire en voyant Sophie essayer d'imiter le cri d'un alpaga, Nathan sentit quelque chose de chaleureux envahir sa poitrine. C'était la première fois qu'il la voyait réellement heureuse. Pendant le pique-nique, étalée sur une grande nappe à carreaux sous un arbre feuillu surplombant un enclos à chevaux, la conversation coulait plus naturellement que jamais. « Comment savais-tu que Lily adorerait les animaux ?» demanda Émilie alors que les filles exploraient un potager voisin avec Martha. Nathan mordit dans une pomme. « J'ai remarqué lors de ma dernière visite à ton appartement que tu avais beaucoup de livres sur les animaux. »« Tu as fait attention ?» s'exclama Émilie, surprise. « Bien sûr, pourquoi ne le ferais-je pas ?» Émilie resta silencieuse un moment, tripotant son sandwich sans manger. Même leur père ne remarquait pas ce qu'elles aimaient. C'était la première fois qu'elle évoquait le père des filles. Nathan sentit la tension monter en elle, alors il décida de ne pas insister. « Elles ont de la chance de t'avoir, » dit-il simplement. Émilie regarda ses filles au loin. « J'ai toujours voulu leur offrir ce que je n'ai jamais eu, de la stabilité, une présence. Ma mère faisait de son mieux, mais elle travaillait tellement. »« Comment était ta mère ?» demanda Nathan doucement. Émilie esquissa un sourire triste et nostalgique. Forte, têtue, elle ne se laissait jamais aller aux larmes devant moi, mais parfois, je l'entendais pleurer la nuit, pensant que j'étais endormie, à cause de mon père. Émilie hocha lentement la tête. Elle l'aimait, tu sais, vraiment. Ce n'était pas simplement une employée éblouie par un patron puissant, comme il le racontait probablement à ses avocats. Nathan baissa les yeux. Il ne m'a jamais rien dit à ce sujet, ni à propos d'aucune autre personne. Autant que je sache, il agissait simplement comme si tu n'existais pas. Un lourd silence s'installa entre eux. Émilie prit une profonde inspiration avant de poursuivre. Ma mère gardait tous les articles de presse à son sujet, des coupures de journaux, des magazines. Lorsqu'il mourut, cela faisait déjà 3 ans qu'elle était partie, mais j'ai continué cette habitude. Je suppose qu'une partie de moi espérait toujours, je ne sais pas, une sorte de reconnaissance, un signe. Je suis désolé, dit Nathan, sentant le poids d'une culpabilité qui n'était pas la sienne mais qu'il portait tout de même. Ce n'est pas de ta faute, répondit-elle, comme si elle lisait dans ses pensées, tu as aussi été victime de son silence, d'une certaine manière. Lorsque les filles revinrent, portant de petits pots avec des semis de fleurs qu'elles avaient plantés dans le jardin, la conversation se tourna vers des sujets plus légers, mais quelque chose avait changé entre Nathan et Émilie, une petite barrière était tombée. Plus tard, ils nourrirent ensemble les moutons et Nathan réussit à prendre une photo parfaite d'Émilie riant alors qu'une chèvre tentait de lui manger son chemisier. Lorsqu'il lui montra la photo, elle eut l'air étonnée. « Je ne me souviens même pas de la dernière fois où je me suis vu sourire ainsi. Tu devrais sourire plus souvent, » commenta Nathan. « Ça te va bien, » répondit-elle, un léger rougissement colorant ses joues, puis elle détourna son attention vers Sophie qui les appelait pour aller voir un petit lapin sur le chemin du retour vers la ville. Les filles s'endormirent à l'arrière, épuisées par tant d'activités.
Le silence dans la voiture était confortable jusqu'à ce qu'Émilie prenne la parole, presque à voix basse pour ne pas réveiller ses filles. J'ai trouvé quelque chose hier. J'étais en train d'organiser quelques cartons de choses de ma mère qui étaient entreposés chez un ami, et j'ai trouvé une enveloppe que je n'avais jamais vue auparavant. Nathan la regarda brièvement avant de se concentrer à nouveau sur la route. Quel genre d'enveloppe? Émilie fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe manille légèrement chiffonnée, contenant des lettres et quelques documents que sa mère avait conservés. Elle hésita. Ils concernent ton père et ses affaires, que je ne connaissais même pas. Nathan sentit son cœur s'accélérer. Veux-tu que je les voie? Émilie fixa l'enveloppe longuement. Oui, mais pas ici, pas maintenant. Pourrais-tu venir à l'appartement demain soir, une fois que les filles seront endormies? Je t'attendrai. Il promit. Au moment où ils arrivèrent devant l'immeuble d'Émilie, il faisait déjà sombre. Nathan aida à porter les filles endormies jusqu'à l'appartement. Après les avoir couchées, il retrouva Émilie dans le petit salon. « Merci pour aujourd'hui », dit-elle pour la première fois avec une sincérité palpable. C'était spécial pour elle et pour toi, osa Nathan. Émilie esquissa un léger sourire. « Oui, pour moi aussi. Toi, tu n'es pas ce que j'imaginais, Nathan Collins. Qu'est-ce que tu attendais, quelqu'un de plus ressemblant à ton père? » Je suppose, dit Nathan, sentant ces mots comme un compliment inattendu. On se voit demain soir, alors. Émilie hocha la tête, serrant l'enveloppe contre sa poitrine. À 21h, les filles seront endormies. Le soir suivant, Nathan arriva pile à l'heure. Émilie ouvrit la porte, vêtue simplement un jean et un t-shirt bleu, les cheveux détachés, une rareté chez elle. Ils s'endormirent rapidement. Ce soir, dit-elle en l'invitant à entrer, elles étaient épuisées après avoir raconté à tout le monde à l'école au sujet des animaux. Le salon était éclairé seulement par une lampe d'angle, créant une atmosphère intime. Sur la table basse, reposait l'enveloppe manille accompagnée de 2 tasses de thé. « J'ai passé la journée à me demander si je devais te montrer cela », avoua Émilie en s'asseyant sur le canapé. « Ce sont des affaires très personnelles de ma mère. Si tu préfères ne pas voir, tu n'es pas obligé. »« Non, tu as le droit de savoir. C'est aussi ta famille, » répliqua Nathan en s'asseyant à une distance respectueuse. Émilie secoua la tête. « Non, tu dois savoir. D'ailleurs, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait expliquer pourquoi ton père ne nous a jamais cherchés, même après être devenu veuf. » Nathan regarda Émilie ouvrir l'enveloppe avec soin, comme s'il manipulait des reliques précieuses. Elle en sortit quelques feuilles de papier, certaines jaunies par le temps. « Ceci est une lettre que ma mère avait écrite à William, mais qu'elle n'a jamais envoyée. Elle est datée de 2 semaines avant qu'elle ne soit renvoyée, » expliqua-t-elle en tendant la lettre à Nathan, dont les mains tremblaient légèrement en la prenant. L'écriture était délicate et claire. Nathan commença à lire en silence. « William, je sais que ce que je m'apprête à dire va tout changer entre nous, mais je ne peux plus garder ce secret. Je suis enceinte. Je sais que ce n'était pas prévu, en fait, nous n'avions jamais prévu rien au-delà de ces instants volés dans ton bureau et dans cet hôtel à Chicago, mais c'est arrivé et maintenant nous devons décider quoi faire. Je t'aime, William. J'ai été discrète au sujet de notre relation, comme tu l'avais demandé. Je comprends ta situation, ta famille, mais ce bébé fait partie de nous deux et je ne peux pas faire semblant qu'il n'existe pas. » La lettre alternait entre des déclarations d'amour et des suppliques de compréhension. Nathan sentit une boule se former dans sa gorge en imaginant la jeune femme écrivant ces mots emplis d'espoir, sans savoir quel destin l'attendait. « Elle ne l'a jamais envoyé, » expliqua Émilie. « Elle avait décidé de te l'expliquer en personne, c'est à ce moment-là que tu lui as proposé de l'aider financièrement. » Nathan rendit la lettre, se sentant honteux des actions de son père. « Je suis désolé. Il y a encore quelque chose, » continua Émilie, ramassant un autre document. « Ceci est l'accord de confidentialité qu'elle a signé. Regarde la clause 3. » Nathan examina le document juridique, reconnaissant le format standard utilisé par les avocats de son père. La clause 3 stipulait que Margaret Carter ne pouvait, en aucun cas, contacter un membre de la famille Collins, y compris William lui-même, sa femme ou son fils. En cas de violation de l'accord, elle devrait restituer tout l'argent, plus une pénalité. Émilie expliqua. « Ma mère a utilisé cet argent pour repartir à zéro, pour nous offrir une vie, elle ne pouvait pas risquer de tout perdre. » Nathan secoua la tête, incrédule devant le froid calculé de son père, mais après son veuvage, c'est là que les choses devinrent encore plus surprenantes. « Il y a encore une chose, » ajouta Émilie, la voix presque un murmure. Elle hésita, puis sortit une autre feuille. «
c'est une copie d'un test ADN. Nathan fronça les sourcils. Que veux-tu dire? D'après ce que j'en comprends, il a dû prélever un échantillon de moi, peut-être un cheveu, je ne sais pas. Il confirma ce qu'il savait déjà. Je suis sa fille à 99,9% de certitude. Le choc laissa Nathan sans voix. Son père avait secrètement confirmé sa paternité, et pourtant avait choisi de n'agir d'aucune manière, ni pour reconnaître Émilie, ni pour informer Nathan qu'il avait une sœur. Sans réfléchir, Nathan tendit la main et prit celle d'Émilie. À sa grande surprise, elle ne se retira pas. Ils restèrent ainsi, quelques instants, unis par le silence et les révélations bouleversantes concernant l'homme qui les avait réunis tout en les maintenant séparés. « Il ne nous définit pas », déclara finalement Nathan. « Ce sont ses actes, ses choix, qui ne nous obligent pas à porter ce fardeau. Nous pouvons choisir autrement. » Émilie serra légèrement sa main. « J'ai essayé de me le dire pendant des années, mais c'est difficile quand tout ce que tu sais, c'est que ton père ne t'a jamais voulu. Moi, je te veux, toi et les filles dans ma vie. Vous êtes ma famille, dit Nathan avant de pouvoir se raviser. Ma seule vraie famille que j'ai jamais eue, répondit Émilie. Leurs regards se croisèrent, étincelant de larmes retenues, mais il y avait désormais quelque chose de plus, une lueur d'espoir, peut-être un petit signe de confiance qui, en cet instant, signifiait tout. J'ai toujours imaginé ce que cela ferait d'avoir un frère, admit-elle d'une voix basse et vulnérable. Quelqu'un qui partage le même sang, la même histoire. Moi aussi, confessa Nathan. J'ai grandi en étant enfant unique. Émilie relâcha doucement sa main et se leva pour aller chercher une petite étagère. Elle revint avec un vieil album photo usé. « Je veux te montrer quelque chose, » dit-elle en s'asseyant plus près de lui. Elle ouvrit l'album à la première page, révélant une photo d'une jeune femme magnifique aux cheveux de la même couleur qu'Émilie et aux yeux de forme similaire. « C'est ma mère, Margaret, dans la vingtaine. » Nathan examina la photo, remarquant la joie sur le visage de la femme, une joie qui existait avant que William Collins n'entre dans sa vie et ne change tout. Page après page, Émilie lui montra des fragments de son enfance, des anniversaires simples, des remises de diplômes, de petites sorties au parc. Dans chaque photo, il n'y avait qu'Émilie et sa mère, parfois une amie, jamais un père, jamais une famille élargie. Elle a fait de son mieux, dit Émilie en effleurant une photo où Margaret la serrait dans ses bras devant un petit sapin de Noël. Elle travaillait à 2 emplois parfois, juste pour me donner une vie décente. Elle était incroyable, commenta Nathan, éprouvant une admiration sincère pour la femme que son père avait rejetée. Tu sais, quand j'étais petite, j'inventais des histoires sur mon père. Je disais qu'il était astronaute en mission secrète ou agent gouvernemental qui ne pouvait révéler son identité, raconta-t-elle en riant tristement. C'était plus facile que d'accepter la vérité. Et quelle était la vérité? Qu'est-ce que ta mère t'a dit? Émilie ferma l'album. Mon père avait une autre famille, qu'il aimait davantage, qu'il avait choisie, et ce n'était pas nous, soupira-t-elle. Elle ne parla jamais mal de lui. Tu sais, il disait qu'il avait ses raisons, que c'était compliqué. Ce n'est qu'en grandissant que j'ai réalisé à quel point elle le protégeait, même après tout ce qui s'était passé. Et toi, as-tu déjà voulu le chercher? Bien des fois, admit Émilie. Surtout quand j'étais adolescente, je suis même allée voir l'immeuble où il travaillait, me tenant de l'autre côté du trottoir, regardant. Je l'ai vu sortir, monter dans une limousine. Il avait l'air tellement inaccessible. Nathan tenta d'imaginer la scène, une adolescente observant de loin le père qui ne la reconnaissait pas, tandis que William Collins poursuivait sa vie sans jamais se retourner, sans se rendre compte que sa propre fille se trouvait là, tout près. « Tu sais quoi, étrange ?» reprit Émilie. Après avoir vu les filles, une partie de moi voulait qu'elles rencontrent leur grand-père. Pas pour l'argent, mais parce que, eh bien, la famille devrait compter. J'avais même écrit une lettre quand Lily est née, mais je n'ai jamais eu le courage de l'envoyer. Il a raté tellement de choses, dit Nathan doucement. Il a raté de te voir, de te regarder grandir, de rencontrer ses petites filles. Et ça, l'argent ne l'achète pas, ajouta Émilie en hochant la tête, des larmes silencieuses coulant maintenant sur ses joues. Nathan hésita un instant avant de s'approcher et de l'enlacer doucement, elle se raidit d'abord, mais se détendit bientôt dans ses bras, se permettant peut-être pour la première fois de pleurer le rejet qu'elle avait porté toute sa vie. « Ça va », murmura-t-il en la tenant, tandis que des sanglots silencieux secouaient son corps. « Nous ne sommes plus seuls. » Lorsque Nathan quitta l'appartement ce soir-là, quelque chose de fondamental avait changé entre eux. Les documents révélés et les histoires partagées avaient bâti un pont à travers l'abîme laissé par William Collins. Émilie et Nathan n'étaient plus des étrangers.
Liés par un accident génétique, ils commençaient enfin à devenir une famille. Et alors qu'il rentrait chez lui, Nathan se rendit compte que, pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait plus seul au monde. Les petites filles qu'il avait rencontrées au cimetière et la sœur dont il ignorait l'existence remplissaient peu à peu le vide laissé par William Collins dans sa vie. Ce n'était qu'un début, un premier véritable geste de confiance, mais pour Nathan, cela signifiait tout. Nathan regardait la ville à travers la fenêtre de son bureau, la vue de Manhattan était à couper le souffle, des gratte-ciel étincelants, la rivière au loin, des millions de vies en mouvement en SN. C'était un empire de béton et de verre, semblable à celui que William Collins avait bâti et légué. Le téléphone sonna pour la 4e fois. C'était à nouveau Davison, insistant pour discuter des graves préoccupations du conseil concernant son implication avec Emily et les filles. Nathan laissa sonner jusqu'à ce qu'il passe en messagerie vocale. Ces dernières semaines, quelque chose avait changé en lui. La nuit où Emily lui avait montré les documents de sa mère, la preuve que William Collins, qui avait fait un test ADN, savait qu'il avait une fille et avait quand même choisi de la nier, avait éveillé en Nathan non seulement de la colère, mais aussi une détermination. Il ne serait pas comme son père, il ne répéterait pas les mêmes erreurs. Il s'assit dans son fauteuil en cuir en se tournant vers la photo sur son bureau, c'était une image qu'il avait prise au centre de sauvetage animalier. Sophie riait en caressant un lapin, Lily se concentrait sur le brossage d'un poney, et Emily regardait ses filles avec un sourire tendre. Il l'avait fait encadrer la semaine précédente, remplaçant ainsi la photo formelle de son père qui avait toujours occupé cet emplacement. Le contraste ne pouvait être plus frappant. William Collins avait toujours regardé le monde à travers le prisme du profit et de l'expansion, la famille n'était qu'une obligation sociale, un nom à entretenir et protéger. Jusqu'à il y a quelques mois, cela avait semblé normal à Nathan, c'était tout ce qu'il connaissait. Mais en regardant les visages souriants sur la photographie, il réalisa qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose que son père n'avait jamais compris ni accepté. La simplicité d'appartenir à quelqu'un, d'avoir des personnes qui se soucient de vous pour ce que vous êtes et non pour ce que vous possédez ou représentez. Son téléphone personnel vibra avec un texto d'Emily. Lily a décroché le rôle principal dans la pièce de théâtre de l'école, elle essaie de ne pas le montrer, mais elle est super excitée. La représentation aura lieu dans 3 semaines. Nathan sourit. 3 semaines suffisaient pour réorganiser son emploi du temps, même si cela signifiait reporter la réunion avec les investisseurs japonais. Il y a quelques mois, cette idée aurait été impensable. Maintenant, elle semblait être le seul choix possible. Sa réponse fut immédiate, je ne la manquerai pour rien au monde, elle s'en sortira très bien. Lorsque la porte de son bureau s'ouvrit sans prévenir, Nathan savait déjà de qui il s'agissait. Davison ne prenait presque jamais la peine de frapper quand il était inquiet, et dernièrement, il avait toujours l'air préoccupé. Nathan, nous ne pouvons plus repousser cette conversation, dit l'avocat en déposant un épais dossier sur le bureau. Le conseil exige des réponses, des rumeurs concernant ta famille nouvellement découverte se répandent. Nathan haussa un sourcil, sa voix calme, tandis que Davison avait l'air véritablement perplexe. Tu mets en péril tout ce que ton père a construit. Collins Enterprises a toujours reposé sur la stabilité, la prévisibilité. Ces récents développements poussent les actionnaires à remettre en question ton engagement. Nathan observa l'homme devant lui, aux cheveux grisonnants, impeccablement vêtu, fidèle à l'héritage de William Collins jusqu'à la fin. Davison connaissait probablement Emily depuis le début, peut-être avait-il même conseillé au père de Nathan d'enterrer ce secret. Mon engagement, répéta Nathan, chaque mot lentement, est exactement là où il doit être en ce moment. Nous devons nous concentrer sur ce qui est le mieux pour l'entreprise. Davison insista, l'accord que j'ai proposé réglerait tout calmement, une somme généreuse versée à Emily Carter et à ses filles en échange d'une confidentialité permanente. Nathan resta debout, ressentant un étrange calme malgré la tension du moment. Robert, combien d'années as-tu travaillé avec mon père ? 30 ans. L'avocat sembla confus par ce changement soudain de sujet. 32 ? Alors tu devais bien le connaître. Dis-moi, était-il heureux ? La question prit clairement Davison au dépourvu. Heureux ? William était infructueux, respecté, il avait bâti un empire. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Davison ajusta sa cravate, mal à l'aise. Son bonheur venait de ses réussites, Nathan. Il n'était pas un homme sentimental, il savait séparer le professionnel du personnel. Nathan acquiesça lentement, et cela inclut de se débarrasser d'une fille comme si elle n'était qu'une erreur comptable gênante. Cette situation était compliquée. Non, ce ne l'est pas, répliqua fermement Nathan.
C'était assez simple, en fait. Mon père avait une fille, il l'a rejetée parce qu'elle ne rentrait pas dans ses plans, il l'a payée pour disparaître. Même en connaissant la vérité, il a choisi de la garder cachée. Aussi simple que cela. Davison resta silencieux, incapable de contredire cette dure réalité. T'es-tu déjà demandé, poursuivit Nathan, si cela explique pourquoi mon père est mort seul, pourquoi je pouvais à peine passer une heure dans la même pièce que lui sans me sentir étouffé, pourquoi sa seule véritable connexion était avec cette entreprise. Il retourna vers la fenêtre, regardant la ville pendant un moment, avant de se tourner de nouveau vers Davison. Je ne vais pas conclure le même accord avec Emily. Je ne paierai pas pour garder ma propre sœur et ma nièce dans le silence, comme un sale secret qui doit être caché. Nathan, sois raisonnable, nous parlons de l'héritage de ton père. Exactement, interrompit Nathan, son héritage, pas le mien, et je commence à réaliser que je ne souhaite peut-être pas le porter de la même manière qu'il l'a fait. L'avocat pâlit, qu'est-ce que cela signifie? Nathan prit la photo sur le bureau, regardant de nouveau les visages souriants, avant de répondre. Cela signifie que je serai présent à la réunion du conseil demain et que je vais leur dire la vérité, toute la vérité, que William Collins avait une autre fille, que j'ai une sœur et 2 nièces, et que j'ai l'intention de les reconnaître publiquement comme faisant partie de la famille Collins. Davison avait l'air horrifié. Tu ne peux pas être sérieux, les actionnaires vont paniquer, la presse va en faire un cirque, probablement. Nathan acquiesça avec un calme qui le surprit lui-même. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de faire ce qui est juste, pas seulement ce qui est attendu. Et si le conseil votait contre toi, s'il menaçait ta position, la question restait en suspens entre eux. Nathan savait que c'était une possibilité réelle. Les hommes et les femmes du conseil de Collins Enterprises étaient de la génération de son père, conservateurs, préoccupés par les apparences, averses au risque personnel. Alors, peut-être est-il temps de reconsidérer ce qui compte vraiment. La construction de cette entreprise ou les personnes qui, par un miracle, sont entrées dans ma vie et m'ont montré qu'il y avait quelque chose de plus. Davison secoua la tête en voyant la détermination sur le visage de Nathan. Ils seront tous là demain, prêts à remettre en question chaque décision que tu as prise ces derniers mois. Je serai prêt, répondit Nathan. Après le départ de l'avocat, Nathan regarda de nouveau la photo dans sa main, la peur était toujours présente. Bien sûr la peur d'échouer en tant que frère et oncle, la peur de perdre ce que son père avait construit, la peur de ne pas être assez fort pour défendre cette nouvelle vision de la famille qu'il tentait de créer. Mais pour la première fois, la peur ne semblait plus paralysante, car désormais, quelque chose de plus grand était en jeu. Il prit son téléphone et envoya un message à Emily. « Puis-je venir ce soir ? J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » Sa réponse fut rapide. « Bien sûr, les filles demandent quand tu arrives. Sophie a fait des cookies lors de son cours de cuisine et en a gardé pour toi. » Nathan sourit. Des cookies, probablement bancals et brûlés, faits par un enfant de 4 ans, quelque chose de si simple, si insignifiant pour la plupart des gens. Mais pour lui, à cet instant, cela ressemblait à la chose la plus importante au monde. Il jeta un dernier regard sur la vue de la ville avant de prendre son manteau. L'Empire Collins serait toujours là demain, quel que soit le résultat de la réunion. Mais ce soir, il y avait des cookies qui l'attendaient, une pièce de théâtre scolaire à célébrer et une famille, sa famille, à protéger. Et pour la première fois, le chemin à suivre semblait parfaitement clair. La pluie tombait doucement. Alors que Nathan et Emily se promenaient dans le parc près de son appartement, les filles étaient restées chez une voisine, offrant ainsi aux deux de vivre un moment d'échange sans interruption. Ces moments seuls étaient devenus précieux ces derniers mois, une opportunité de combler les lacunes de leur vie séparée. « Ma mère t'a écrit plusieurs fois, » dit Emily soudainement alors qu'ils se réfugiaient sous un arbre, « pas seulement à William, mais aussi à ta mère. » Nathan fronça les sourcils. « Ma mère ? Tu ne m'en as jamais parlé auparavant. » Emily haussa les épaules en regardant les flaques se former sur le chemin. « Je ne pensais pas que cela importerait. Après tout, personne n'a répondu. »« Comment sais-tu cela ? » ?»« J'ai trouvé les brouillons. » Elle gardait des copies de tout. Emily fourra ses mains dans les poches de sa veste, il s'agissait de lettres désespérées de Nathan, l'informant de la grossesse, ne demandant qu'une forme de reconnaissance, pas nécessairement de l'argent. Elle avait même envoyé une photo de moi nouveau-né. Nathan sentit un serrement dans sa poitrine, l'idée que sa mère, Victoria Collins, connaissait Emily était quelque chose à laquelle il n'avait jamais pensé. Il avait toujours vu William comme le méchant de cette histoire, ou du moins, il le pensait. Combien de lettres ? Au moins 12 sur 2 ans. Emily se tourna vers lui.
J'ai toujours supposé que ton père les avait simplement jetés, non lus, mais maintenant, je me demande si ta mère ne les a pas interceptés. » Cette suggestion frappa Nathan comme un coup de poing. Victoria Collins, la matriarche toujours correcte et froide qui avait quitté la famille quand il avait 10 ans, avait toujours reproché aux infidélités de William d'avoir causé la séparation. Elle n'avait jamais mentionné une maîtresse enceinte. « J'ai besoin de vérifier quelque chose, » dit-il, l'esprit déjà en ébullition avec des possibilités. « As-tu des copies de ces lettres ? Certaines d'entre elles, je veux les voir. » Nathan acquiesça. « Et j'ai besoin de visiter l'ancienne maison de mes parents. » Le manoir Collins était resté pratiquement intact depuis la mort de William. Nathan s'y rendait rarement, préférant son appartement en ville, mais maintenant, alors qu'il arpentait ses couloirs silencieux, il cherchait des réponses qui pourraient se cacher entre ces murs. Le bureau de sa mère, une pièce que William n'avait jamais rénovée après son départ, était exactement telle qu'elle l'avait laissée. Des étagères remplies de livres, un bureau élégant et ce coffre en acajou qui était toujours verrouillé dans le coin. Nathan se souvenait l'avoir interrogé à ce sujet enfant, pour ne recevoir que des réponses évasives. Il fallut presque 1 heure à fouiller dans les tiroirs pour trouver une petite clé dorée cachée dans un compartiment secret du bureau. Quand il ouvrit enfin le coffre, son cœur s'emballa, des lettres, des dizaines d'entre elles, organisées par date, certaines encore dans leurs enveloppes d'origine, d'autres soigneusement dépliées. L'écriture était inimitable, identique à celle des copies qu'Emily lui avait montrées. Des lettres de Margaret Carter à Victoria Collins, suppliant d'une femme à une autre d'avoir de la compassion. Nathan s'assit alors par terre, lisant lettre après lettre, chaque mot intensifiant sa colère. Sa mère avait su, elle avait toujours su. Non seulement elle avait ignoré les supplications désespérées d'une femme enceinte, mais elle avait activement caché l'existence d'Emily dans l'une des lettres écrites par Margaret. « Je ne demande pas à ton mari de reconnaître publiquement notre fille. Je veux seulement qu'elle rencontre son père, peut-être un jour, son demi-frère. Chaque enfant mérite de savoir d'où il vient. » Joint à cette lettre se trouvait une photo de bébé d'Emily, âgée de seulement quelques mois, au dos de laquelle figurait la date et un simple message. « Emily Carter Collins, ta fille, écrit de main tremblante. » Nathan prit son téléphone, il était temps d'effectuer une visite qu'il avait remise à plus tard depuis bien trop longtemps. Victoria Collins vivait désormais dans un élégant domaine des Hamptons, loin des regards de la haute société new-yorkaise. Après son divorce avec William, elle avait reçu une fortune considérable et avait choisi une vie discrète mais luxueuse. Elle voyait rarement son fils, limitant le contact à un appel téléphonique occasionnel lors de dates importantes. Lorsque Nathan arriva à l'improviste, il la trouva exactement comme il l'imaginait, assise dans la véranda, buvant du thé, comme si rien au monde ne pouvait perturber sa sérénité. À 65 ans, Victoria conservait l'élégance austère qu'il avait toujours définie, ses cheveux parfaitement teints, sa posture impeccable, son expression maîtrisée. « Nathan, » dit-elle avec une légère surprise, « quelle visite inattendue !» Il ne répondit pas au baiser formel qu'elle lui offrit, il déposa plutôt un paquet de lettres sur la table à thé. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, bien que ses yeux révélaient qu'elle savait déjà. « Des lettres de Margaret Carter, tout adressées à toi, tout à propos d'Emily, la fille que le père avait eue avec elle, ma demi-sœur. » Victoria prit une gorgée de son thé, comme si elle avait besoin de temps pour organiser ses pensées. « Je vois, tu as fouillé dans de vieilles choses. Tu ne vas pas nier, alors nie quoi exactement ?» Sa voix resta calme, presque clinique. « Que ton père a mis enceinte une secrétaire, qu'il a essayé d'utiliser l'enfant pour obtenir de l'argent, c'est une vieille histoire. » Nathan, la froideur de sa réponse alimenta encore davantage sa colère. Elle ne voulait pas d'argent, elle voulait simplement qu'Emily rencontre son père, qu'elle sache qui il était. Victoria se déplaça dans sa chaise, croisant enfin son regard. Elle voulait bien plus que cela, elle voulait la légitimité, la reconnaissance, une part de la fortune Collins. Et alors, si elle l'a fait ? Nathan éleva la voix. « Emily est sa fille, elle a autant de droits que moi, ne sois pas naïve. » Victoria rétorqua, abandonnant sa façade sereine. « Tu penses qu'elle était la seule ? Ton père avait constamment des liaisons. Si nous ouvrions cette porte, nous aurions bientôt des dizaines de femmes affirmant qu'il avait eu des enfants avec elle. Mais Emily était réellement sa fille, tu le savais, tu avais ses photos, il n'y a aucun doute sur la ressemblance. » Victoria détourna le regard. « J'ai fait ce qui était nécessaire pour protéger notre famille, protéger. » Nathan cria presque. « Tu en as détruit une partie, tu as condamné un enfant innocent à grandir sans père, une femme à élever seule sa fille. » « J'ai fait ce que toute mère ferait, » répondit Victoria, sa voix se durcissant. «
J'ai protégé mon fils, j'ai protégé ton avenir, ton héritage, mon héritage. Nathan répliqua amèrement. C'est de l'argent dont il s'agit. Ne simplifie pas, répliqua TL. Il s'agit de ta place dans l'entreprise, dans la société. William était faible. S'il reconnaissait un enfant illégitime, il diviserait bientôt tout entre de multiples descendants. Je ne laisserai pas que ton avenir soit compromis. Nathan secoua la tête, incrédule. Alors que tu te battais avec père à cause de ses infidélités, tu cachais simultanément les conséquences de l'une d'elles. Quelle hypocrisie est-ce là? Victoria se leva, visiblement secouée. Tu ne comprends pas, notre mariage était déjà en train de s'effondrer. Si cette femme et son enfant entraient officiellement dans nos vies, je perdrais tout. William aurait peut-être choisi de me quitter pour elle. Donc, il ne s'agissait pas de me protéger, conclut Nathan, la déception évidente dans la voix. Il s'agissait de toi. J'ai fait ce que je pensais être le mieux à l'époque. Victoria insista, la voix tremblante légèrement. Et maintenant, après ta séparation avec ton père, après sa mort, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé d'Emily? Victoria hésita, et pour la première fois, Nathan vit dans ses yeux quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, de la culpabilité. Il est trop tard, dit-elle doucement. À quoi bon rouvrir de vieilles blessures? Tu ne m'as pas seulement caché Emily, mais tu l'as condamnée à une vie difficile pour tes propres raisons égoïstes, l'accusa-t-il. Sais-tu comment elle a grandi? Combien d'heures sa mère a-t-elle dû travailler pour subvenir à ses besoins pendant que tu vivais ici, dans ce palais, en prétendant être la femme lésée? Victoria s'affaissa dans sa chaise, semblant soudainement plus petite, plus fragile. J'avais peur, avoua-t-elle d'une voix basse, peur de tout perdre, si William reconnaissait l'autre fille, peur que tu me détestes si tu l'apprenais, alors je ne savais tout simplement pas comment te le dire. Nathan regarda la femme devant lui, élégante, contrôlée, calculatrice, sa mère qui avait toujours semblé si sûre, si certaine de ses décisions. Maintenant, il ne voyait qu'une personne effrayée, qui avait fait des choix terribles pour protéger son propre confort. Emily a 2 filles, dit-il enfin, tes petites filles, Lily et Sophie, des enfants merveilleux que tu ne rencontreras jamais. Victoria leva les yeux, surprise. Nathan, ne sois pas drastique, nous pouvons régler cela en adulte. Peut-être que je pourrais les rencontrer maintenant, offrir une compensation. Nathan rit sans humour. Tu penses pouvoir simplement t'acheter le retour, payer pour apaiser ta conscience? J'essaie de faire ce qui est juste maintenant. Il est trop tard, répliqua Nathan en se levant. Emily a grandi sans père à cause de tes choix, les filles ont grandi sans grands-parents, et moi, j'ai passé toute ma vie à croire que j'étais enfant unique, à gérer une solitude que tu as contribué à créer. Victoria tendit la main implorante. Nathan, s'il te plaît, je suis ta mère. Il la regarda longuement, ressentant un mélange de pitié et de déception. Une mère qui m'avait caché ma sœur pendant 30 ans, qui avait jeté des lettres suppliant de l'aide, qui avait mis l'argent et le statut au-dessus d'un enfant innocent. Nathan ramassa les lettres sur la table. Je dois y aller, Emily, et les filles m'attendent, ma famille m'attend. Et moi? Demanda Victoria, sa contenance se brisant enfin. Tu vas tout simplement m'exclure de ta vie? Nathan fit une pause à la porte, jetant un dernier regard à la femme qu'il avait élevée. Je ne sais pas, maman, je ne sais vraiment pas si je peux pardonner cela. J'aurai besoin de temps. Alors qu'il rentrait en ville, il ressentit un poids dans sa poitrine, pas seulement de la colère, mais une profonde tristesse. Il avait perdu la mère qu'il pensait avoir, mais peut-être avait-il enfin trouvé la vérité et la vérité, si douloureuse soit-elle, était la première étape vers la construction de quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête, quelque chose de mieux que ce que ses parents avaient créé. La pluie martelait les fenêtres de l'appartement de Nathan alors qu'il regardait la ville à travers le verre embué. 3 jours s'étaient écoulés depuis sa confrontation avec sa mère et ses paroles résonnaient encore dans son esprit. Assis dans une semi-obscurité, éclairé seulement par la lueur faible d'une lampe, il faisait tourner un verre de whisky dans sa main sans réellement le boire. Son téléphone vibra pour la 10e fois ce jour-là. Victoria, encore, tous les appels précédents étaient allés en messagerie vocale, comme celui-ci. À côté du téléphone, éparpillé sur la table basse, se trouvaient les lettres, témoins silencieux de 30 ans de mensonges soigneusement construits. La sonnette retentit, le sortant de ses pensées sombres. En ouvrant la porte, il trouva Emily tenant un parapluie dégoulinant. « Tu ne réponds pas à ton téléphone, dit-elle simplement, les filles sont inquiètes, moi aussi. » Nathan se fit de côté pour la laisser entrer. « Je suis désolé, j'avais besoin de réfléchir. »
Émilie accrocha son manteau mouillé et regarda autour de l'appartement partiellement sombre, les lunettes usées et les lettres sur la table. On dirait que réfléchir ne t'aide pas beaucoup, remarqua-t-elle en allumant davantage de lumière. Comment as-tu su où je vis? Demanda Lily, ton chauffeur, la dernière fois qu'il nous a pris. Émilie répondit avec un petit sourire. Il a toujours été observateur. Nathan secoua la tête, impressionné par l'ingéniosité de sa nièce. Assieds-toi, veux-tu quelque chose à boire? Du thé, ce serait bien, tu as l'air d'en avoir besoin aussi, ajouta-t-il, en désignant le whisky à peine entamé dans la cuisine. Pendant que l'eau bouillait, Nathan sentit le poids des derniers jours se lever légèrement, il y avait quelque chose de rassurant dans la présence d'Émilie, peut-être parce qu'elle comprenait mieux que quiconque toute la complexité de la situation. Ta mère m'a appelé, dit Émilie quand il revint avec 2 tasses de thé. Nathan se figea. Quoi? Comment a-t-elle eu ton numéro? Apparemment, elle a ses méthodes. Émilie prit une gorgée de son thé et demanda à le rencontrer, disant qu'elle voulait connaître ses petites filles. Qu'as-tu dit? Que je devrais y réfléchir? Émilie le regarda dans les yeux. Que devrais-je avoir dit? Nathan s'assit, épuisé. Je ne sais pas, une partie de moi veut te tenir, toi et les filles, le plus loin possible d'elles, et l'autre partie se souvient que, malgré tout, c'est ma mère. Il soupira. Et la tienne aussi, en quelque sorte, la seule grand-mère que Lily et Sophie aient. Émilie regarda les lettres sur la table. Tu les as toutes lues? Ta mère était incroyable dans sa manière d'écrire. Toujours digne, ne quémandant jamais de l'argent, juste de la reconnaissance. Nathan secoua la tête. Et ma mère gardait tout, sans jamais répondre. Pourquoi penses-tu qu'elle gardait les lettres au lieu de les détruire? Émilie posa la question, surprenant Nathan, qui n'y avait pas pensé. Je ne sais pas, admit, peut-être par culpabilité, ou peut-être qu'elle n'a jamais été totalement en paix avec sa décision. Émilie suggéra que les gens sont rarement tout bons ou tout mauvais, même quand ils font des choses terribles. Nathan regarda sa sœur avec une nouvelle compréhension. Malgré tout ce que Victoria avait fait, Émilie ne la jugeait pas aussi sévèrement que lui. Comment peux-tu être aussi équilibré à ce sujet? Elle a nié ton existence, elle a rejeté toute chance que tu rencontres ton père. Émilie réfléchit un instant. J'ai passé des années à être en colère contre ton père, ta mère, le système qui a permis à un homme riche de simplement rejeter ses responsabilités, mais la colère m'a consumé de l'intérieur, et cela n'a rien changé. Elle toucha doucement l'une des lettres. Quand j'avais les filles, j'ai réalisé que je devais décider qui je voulais être, quel exemple je voulais donner, la rancéure ou le pardon, l'amertume ou l'espoir. Elle rencontra les yeux de Nathan. J'ai choisi la voie la plus difficile, mais la seule qui me permettait d'avancer. Tu me suggères de pardonner à ma mère? Je te suggère de laisser le temps à tes sentiments de s'apaiser avant de prendre une décision finale, répondit Émilie. Nathan resta silencieux, absorbant ses paroles. Après quelques instants, il demanda. Comment vont les filles? Elles ont le mal de leur oncle préféré. Émilie répondit avec un sourire tendre. Sophie demande tous les jours quand tu reviendras pour le dîner. Une chaleur se répandit dans la poitrine de Nathan à ces paroles. En seulement quelques mois, ses petits-enfants étaient devenus une partie essentielle de sa vie, et l'idée de les décevoir lui semblait insupportable. Tu sais ce dont tu as besoin, déclara Émilie d'un ton décisif. Du temps loin de cet appartement, loin des affaires, loin de toute cette pression. J'ai des responsabilités. Oui, et l'une d'elles est de prendre soin de toi, répondit-elle en croisant les bras. Prends quelques semaines de congé, fais de vraies vacances pour la première fois de ta vie, passe du temps avec nous. Nathan hésita. Les directeurs de l'entreprise font pression pour une résolution finale concernant eux, vous tous, et que veux-tu faire à notre sujet? Je veux faire ce qui est juste, répondit-il rapidement. Émilie sourit. Alors commence par faire ce qui est juste pour toi, respire, réfléchis, puis décide. Après le départ d'Émilie, Nathan réfléchit à ses paroles. Peut-être avait-elle raison, peut-être qu'il n'avait pas besoin de plus de réunions ou d'analyses, mais simplement de temps pour ressentir, pour comprendre ce qui comptait vraiment. Il prit son téléphone, et pour la première fois depuis des années, appela son assistant avec une demande sans précédent. « Marc, j'ai besoin que tu réorganises mon emploi du temps pour les 3 prochaines semaines, je pars en vacances. » La petite maison de plage dans les Hamptons était fermée depuis des années, elle appartenait à la famille Collins depuis des générations, mais William l'utilisait rarement, préférant les hôtels luxueux pour ses rares vacances. Nathan gardait de bons souvenirs de cet endroit, c'était l'un des rares où sa famille semblait presque normale, avant que le mariage de ses parents ne s'effondre.
L'idée d'emmener Emily et les filles là-bas vint naturellement, ce n'était pas ostentatoire comme les autres propriétés de la famille, juste une simple maison donnant sur l'océan avec un accès direct à la plage. Parfaite pour des enfants, loin du chaos de la ville et des obligations qui les attendaient. « Est-ce vraiment à toi ?» demanda Sophie, les yeux écarquillés en courant de pièce en pièce. « En fait, c'est à nous », répondit Nathan en regardant l'excitation de sa nièce, « ça appartient à la famille Collins, et aux Collins, toi aussi. » Emily, déchargeant dans la cuisine, s'arrêta lorsqu'elle entendit ces mots, c'était la première fois que Nathan les incluait aussi directement dans l'héritage familial. Les jours suivants s'écoulèrent dans une bulle paisible de simplicité, des matinées sur la plage à construire des châteaux de sable avec les filles, des après-midi à explorer la petite ville côtière ou à lire sous le doux soleil d'automne, des soirées à jouer à des jeux de société ou à regarder des films, tous réunis sur le grand canapé du salon. Pour Nathan, c'était comme découvrir une vie entièrement nouvelle, aucune réunion, aucun appel constant, aucune pression concernant des décisions affectant des milliers d'emplois, juste lui, sa sœur et ses nièces, vivant des moments qu'il n'aurait jamais imaginés aussi épanouissants. Un tel moment se produisit sur la plage, lorsque Lily, habituellement réservée, s'assit à côté de lui pendant qu'il regardait Sophie chasser des mouettes. « Oncle Nathan, vas-tu rester avec nous pour toujours ?» demanda-t-elle sérieusement. La question innocente frappa au cœur de ses réflexions. « Pourquoi demandes-tu cela, Lily ?» Elle traça des cercles dans le sable avec son doigt. « Parce que les personnes importantes finissent toujours par partir. » Nathan ressentit un pincement au cœur. « Qui est parti, Lily ? Ton père ? Ton grand-père que nous n'avons jamais rencontré ? La grand-mère de ta mère ? Les adultes promettent toujours de rester, mais ensuite, ils disparaissent. » À ce moment, Nathan comprit véritablement l'impact de l'abandon à travers les générations. William avait abandonné Emily, le père des filles les avait abandonnées, et maintenant Lily craignait que le même schéma ne se répète. « Lily, je ne peux pas promettre d'être présent physiquement chaque jour, » répondit-il avec soin. « Mais je peux te promettre que je serai toujours ton oncle, que je ferai toujours partie de ta vie, que je ne serai qu'à un coup de fil si tu as besoin de moi. C'est une promesse que je ne romps jamais. » La petite le fixa longuement avec une intensité s'y rappelant celle d'Emily. « Tu le promets vraiment de tout ton cœur ?» Nathan répondit en tendant son petit doigt. Lily accrocha son petit doigt autour du sien, scellant la promesse avec la gravité qu'un enfant de 6 ans seul pouvait accorder. Cette nuit-là, après que les filles se furent endormies, Nathan et Emily s'assirent sur le porche en regardant les vagues au clair de lune. « Resteras-tu pour toujours ?» demanda Lily. Emily soupira. Elle a peur de s'attacher. Après le départ de leur père, elle est devenue plus prudente avec ses sentiments. « J'ai promis que je serai toujours dans sa vie, » dit Nathan, « c'est une promesse que j'ai l'intention de tenir. » Emily sourit. « Je sais que tu le feras, tu n'es pas comme eux, Nathan, tu n'es pas comme notre père ou le père des filles. Comment peux-tu en être si sûr ? Tu ne me connais que depuis quelques mois. Parce que j'ai vu ces hommes, des hommes comme notre père, qui voient les gens comme des pions jetables dans leur jeu de pouvoir. » Elle le regarda dans les yeux. « Tu aurais pu faire la même chose, tu aurais pu nous offrir de l'argent en échange de silence, tu aurais pu simplement disparaître de notre vie, mais tu es là, à construire des châteaux de sable avec mes filles et à faire des promesses que tu as l'intention de tenir. » Nathan sentit un poids se lever de ses épaules. « Quand j'ai retrouvé les filles au cimetière, je pensais que c'était juste de la culpabilité pour quelque chose que mon père avait fait, mais maintenant, je cherche les mots justes. Maintenant, je réalise que vous êtes la famille que j'ai toujours souhaitée, une véritable connexion, non basée sur des obligations ou des apparences, même avec tous les problèmes que nous apportons, surtout avec eux. » Nathan répondit en souriant. « Les vraies personnes ont de vrais problèmes, c'est ce qui les rend authentiques. » Quand ils revinrent en ville après 2 semaines, Nathan était différent, plus calme, plus centré et absolument sûr de ses prochaines étapes. La salle de conférence de Collins Enterprises était pleine lorsque Nathan entra, directeur, avocat et sa mère, tous attendant de discuter de la situation telle qu'il l'avait soigneusement qualifiée. Victoria Collins paraissait plus âgée depuis leur dernière rencontre, son visage normalement impassible montrant des signes de nuit blanche et d'inquiétude constante. Lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Nathan, il y vit quelque chose de rare, de l'incertitude. Davison, toujours aussi formel, commença la réunion avec un compte-rendu détaillé de la situation familiale et de ses implications potentielles pour l'entreprise. Des documents furent distribués, des chiffres présentés, des scénarios hypothétiques exposés. Nathan écouta patiemment. Lorsqu'enfin vint son tour de parler, il se leva calmement. « J'apprécie l'analyse approfondie, Robert,
mais abordons le point central. J'ai découvert que j'ai une sœur, Emily Carter, la fille de mon père avec Margaret Carter. Emily a 2 filles, mes nièces, Lily et Sophie. Il regarda directement chaque personne dans la pièce. Ce ne sont pas des hypothèses ou des possibilités, ce sont des faits. Davison s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. Nathan, personne ne remet en question la relation biologique, la question est de savoir comment gérer cela. La situation, de la manière qui protège l'entreprise et son héritage, la situation, comme vous l'appelez, a été créée par mon père, qui a choisi de renier sa propre fille. Nathan, dit-il d'une voix résolue, et elle a été perpétuée pendant 30 ans par ma mère qui a caché la vérité, même à moi. Nathan, nous en avons déjà parlé, dit Victoria, visiblement émue. J'ai fait ce que je pensais être le mieux à l'époque. Oui, nous en avons parlé, et j'ai passé les dernières semaines à y réfléchir. Nathan ouvrit un dossier devant lui. J'ai demandé aux avocats de l'entreprise de préparer ces documents. Ils sont simples et directs. Il fit glisser une copie vers chaque personne à la table. Je transfère 20% de mes actions dans Collins Enterprises à Emily Carter. De plus, je mets en place un fonds fiduciaire pour Lily et Sophie, garantissant ainsi leur avenir éducatif et financier. Un murmure se répandit dans la pièce. Davison fut le premier à réagir. Nathan, c'est impulsif. Ces actions représentent une fortune considérable et un pouvoir de vote important dans l'entreprise. J'en suis conscient. Je suis également conscient que ma sœur a été privée de son droit d'aînesse pendant 3 décennies. Ceci n'est que la première étape pour rectifier cette injustice. Victoria garda son calme habituel, pour finalement s'effondrer. Tu ne peux pas faire ça. Pense à l'entreprise, à l'héritage de ton père. Je pense à son héritage, répondit Nathan calmement, en décidant quelle partie je veux préserver et quelle partie doit être corrigée. Il se tourna vers sa mère. Pendant des années, toi et ton père avez bâti un empire fondé sur des secrets et des sacrifices personnels. Vous avez gagné beaucoup d'argent, mais vous avez perdu bien plus de votre humanité. Je ne suivrai pas le même chemin. Les administrateurs commencèrent à exprimer leurs objections, évoquant l'impact sur le cours des actions, la perception du public et l'instabilité potentielle pour l'entreprise. Nathan écouta patiemment, puis reprit. Ma décision est prise, les documents sont prêts et seront déposés aujourd'hui. Vous pouvez collaborer avec moi pour faciliter cette transition, ou je peux trouver une nouvelle équipe de direction qui le fera. La fermeté de sa voix fit taire même les opposants les plus vocaux. Un par un, les administrateurs et les avocats commencèrent à quitter la pièce, jusqu'à ce qu'il ne reste que Nathan et Victoria. « Pourquoi fais-tu cela » demanda-t-elle, d'une voix plus vulnérable que jamais il ne l'avait entendue. « Est-ce pour me punir » Nathan secoua la tête. « Ce n'est pas une question de punition, mère. Il s'agit de faire ce qui est juste, de créer un type de famille différent, et de m'y inclure. » Victoria sembla soudainement fragile. « Ai-je encore une place dans cette nouvelle famille que tu crées » Nathan ressentit un conflit intérieur. Une partie de lui voulait couper tous les liens avec la femme qui lui avait menti toute sa vie, mais il se rappela les paroles d'Emily sur le pardon, sur le choix de la voie la plus difficile. « C'est à toi de décider, » répondit-il enfin, « si tu es prête à apprendre à connaître sincèrement Emily et les filles, sans jugement ni manipulation, peut-être y aura-t-il une issue. » Victoria hocha lentement la tête, les larmes aux yeux. « Quand puis-je les rencontrer ?»« Quand elles seront prêtes, » répondit Nathan, « et cela pourrait prendre du temps, car la confiance ne se reconstruit pas du jour au lendemain. » Une semaine plus tard, Nathan gara sa voiture devant une maison élégante, dans une rue tranquille de Brooklyn. Ce n'était pas un manoir, mais une demeure spacieuse et confortable, avec une petite cour à l'avant et un jardin parfait pour une famille avec 2 jeunes enfants. Emily attendait sur le trottoir, l'incrédulité inscrite sur le visage, en regardant la maison. « Tu plaisantes, n'est-ce pas » demanda-t-elle. Lorsqu'il s'approcha, Nathan lui tendit un dossier, l'acte de propriété, les clés, tous les documents nécessaires. « La maison est à ton nom. » Emily secoua la tête, visiblement émue. « Nathan, c'est trop. D'abord les actions de l'entreprise, et maintenant ça ?»« Ce n'est pas trop, » l'interrompit-il doucement, « c'est ce qui aurait dû t'appartenir dès le départ, une part équitable de l'héritage des Collins. » « Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu acceptes, que tu quitteras cet appartement exigu et que tu offriras aux filles une cour où jouer, leur propre chambre, un quartier sûr. » Emily regarda de nouveau la maison, puis son frère. « Pourquoi fais-tu tout cela ?» Nathan sourit. « Parce que nous sommes famille, parce que Lily et Sophie méritent la stabilité,
et parce que tu mérites un nouveau départ. À cet instant, les filles sortirent en trombe de la voiture. Sophie se jeta immédiatement aux pieds de Nathan, tandis que Lily observait la maison, les yeux écarquillés. « On va vivre ici, oncle Nathan ?» demanda Sophie, sautillant d'excitation. « Oui, princesse, c'est maintenant ta maison. » Lily s'approcha prudemment. « Pour toujours ?»« Pour toujours », confirma Théil, se rappelant la promesse qu'il avait faite sur la plage. Émilie sourit enfin, cédant à l'émotion du moment. « Veux-tu nous faire visiter, ancien propriétaire ?» Alors qu'il montait le chemin, Nathan sentit une certitude paisible s'installer dans son cœur. Les entreprises Collins continueraient de s'adapter aux changements qu'il avait mis en mouvement, sa mère aurait le temps de réfléchir à ses choix, peut-être, un jour, de rebâtir des ponts avec la famille qu'elle avait reniée. Quant à lui, il comprit enfin où résidait son véritable héritage, non pas dans les bâtiments portant le nom Collins, ni dans les comptes bancaires ou les actions de l'entreprise, mais dans les liens qu'il tissait avec ces 3 personnes qui étaient entrées dans sa vie de manière si inattendue, avec Lily, dotée d'une sagesse précoce et Dieu perspicace, avec Sophie, dont la joie contagieuse et les câlins spontanés illuminaient tout, et avec Émilie, la sœur dont il n'avait jamais su qu'il avait besoin, dont la force et la capacité de pardonner l'inspiraient à devenir une meilleure personne. Alors qu'il regardait les filles courir d'une pièce à l'autre, s'exclamant devant leur nouvelle chambre et la balançoire dans le jardin, Nathan réalisa qu'il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle fortune. Un endroit où il appartenait véritablement, une famille construite non par obligation ou par le seul lien de sang, mais par choix, par effort, par un amour sincère. C'était un nouveau départ pour eux tous, un avenir libéré des secrets et des mensonges du passé, un chemin enraciné dans la confiance qu'ils avaient patiemment bâti, conversation après conversation, moment après moment. Émilie s'approcha de lui alors qu'il regardait les filles explorer le jardin. « Merci », dit-elle simplement, la voix pleine d'émotion, non seulement pour cela où elle désigna la maison, mais pour ne pas nous avoir abandonnés, alors que cela aurait été si facile à faire. Nathan sourit, ressentant une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. « C'est moi qui devrais te remercier de m'avoir montré que la famille est bien plus qu'un nom ou un héritage. Voici où tu trouveras ta maison. » Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel d'orange et de rose, Nathan sut qu'il avait enfin trouvé son véritable héritage, non pas dans les coffres de l'entreprise ou dans les affaires de son père, mais dans les sourires de ses nièces et dans l'acceptation de sa sœur, un héritage qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter et qu'aucun secret du passé ne pourrait jamais détruire.